L'objectif d'aujourd'hui, en fait, c'est effectivement de parler du format vertical, les opportunités, de voir comment ça marche, de voir ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté, surtout ce que j'ai raté. Après, voir effectivement quelles sont les petites méthodes en fait, pour vous aider, vous lancer, développer votre audience, la monétiser. Enfin, on va voir pas mal de choses aujourd'hui. Si vous avez des questions, attendez pas la fin. Posez-la directement slide par slide. Enfin voilà, on n'est pas, c'est un petit talk qu'on est entre nous. C'est presque un stand-up. Donc on est là, effectivement, on se parle. Donc n'hésitez pas à chaque slide. La première slide, c'est celle qui me présente. Donc voilà, il n'y en a qu'une. Mais en tout cas, voilà, moi à l'origine, j'étais entrepreneur. On voit à l'arrière qu'il y a Station F. Donc en fait, j'étais un entrepreneur. J'étais aussi à Station F. Je suis passé également par The Family. Je montais une boîte, un produit SaaS dans l'événementiel B2B. Après, il y a eu ce qu'on appelle le Covid. Il y a eu pas mal d'événements qui ont été annulés. Moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je sais faire du gros. Donc je suis parti effectivement à explorer plus en profondeur ce que j'avais déjà initié en fait, à Station F. Donc, de la partie grosse, en fait, j'accompagnais, et c'est mes méthodes, en fait, je teste de manière ultra bourrin, on va dire. Quand je teste quelque chose, en fait, je l'expérimente énormément jusqu'à découvrir quelque chose qui marche de manière prédictible pour tout le monde. Et en fait, ça, c'est super important, c'est qu'en fait, j'ai accompagné pas mal de boîtes sur la partie B2B, B2C. Quand je fais quelque chose, j'essaye vraiment d'aller jusqu'au bout, un peu comme un ingénieur, un scientist, qui va regarder, en fait, OK, ça marche, ça marche pas, ça, je récupère pas, je documente, je vulgarise, etc. Là, on est à la troisième étape, c'est pour ça qu'il y a une casquette maintenant. Et en fait, là, voilà, je partage mes méthodes que j'ai documentées, qui ont fait leurs preuves. Et aussi, je m'entoure aussi de plusieurs experts qui eux-mêmes documentent, expérimentent de leur côté. Donc, on va dire que l'objectif, c'est vraiment d'évangéliser auprès des entrepreneurs et des boîtes un peu plus, on va dire, grosses, en tout cas, ce qui a déjà marché. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Ça ne sert à rien de se former pendant 10 heures sur Facebook Ads, alors qu'en fait, derrière, c'est installer un pixel, monter une campagne, etc. Copier-coller ce qui a déjà été fait. Vous aurez plus de résultats que d'essayer d'apprendre par vous-même. Moi, c'est un peu mon mojo. Donc, en fait, voilà, l'objectif, c'est vraiment de se dire, inspirez-vous de ce qui a marché, des entrepreneurs. Bon, à Station F, il y a pas mal de boîtes. Donc, autour de la machine à café, il y a certainement des boîtes qui ont déjà eu une expérience d'un truc que vous avez lancé. Mais voilà, à côté de ça, voilà, profitez en tout cas de personnes qui ont déjà mis en place des choses. Moi, je n'ai pas mis tout en place. Je suis très verticalisé, donc je vous parle que de ce que j'ai expérimenté. On va parler un peu de TikTok aujourd'hui. Format vertical, ça a été lancé principalement par TikTok. C'est pour vous montrer que j'ai créé 3 comptes. Le premier, gros fail. Je suis arrivé de LinkedIn, moi je suis arrivé avec des a priori. On arrive sur une audience qui n'est pas du tout la même. Moi, j'ai l'habitude de faire du contenu un peu. Vous connaissez Tofu, Mofu, Bofu. Donc effectivement, le côté, ça parle à tout le monde, ça parle juste à nos pairs, à des gens effectivement qui ont la même expertise, qui ont les mêmes connaissances que vous. Et après, le côté Bofu, c'est on convertit notre audience. À l'époque, moi, j'essayais de faire du tofu sans savoir le faire en fait, parce que j'en ai jamais fait de ma vie. C'est ce qui fait que j'atteins vaillamment 600 abonnés en 7 jours. Je me dis, c'est une mauvaise stratégie, il faut arrêter. Ensuite, après, je passe à un deuxième compte. Donc là, je commence à changer. Je ne m'appelle plus Fabien. Comme ça, on peut faire ça de manière un peu plus dark. Et comme ça, on peut tester des choses un peu plus vénères, comme on dit. Sur ce compte-là, en fait, je me suis dit, t'es marketeur. On va utiliser tous les biais psychologiques. On va vraiment faire tout ce qui marche aujourd'hui. Je vais le dupliquer, je vais voir si ça marche aussi. En vrai, on va tester ce qui a marché pour d'autres et on va voir si ça marche pour moi. Et après, effectivement, moi, je reste dans ma thématique et je parle de marketing et de business. Donc, c'est sûr, si je faisais tous les jours les 3 sites qu'il faut que tu découvres, les 3 sites, voilà, j'aurais 1 million d'abonnés. Mais à la fin, en fait, qui est mon audience, qui est intéressé par ce que je propose, qui sait ce que je fais dans la vie quand tu proposes les 3 sites tous les jours. Donc voilà, après on parlera de quelques hacks, parce que si vous voulez vraiment avoir 500 000 abonnés, en vrai, il y a toujours des hacks. C'est pareil sur Instagram, il y a toujours des hacks. Donc on verra après la partie méthode et la partie hack. Okay, après, c'est vous qui placerez le curseur où vous voulez. Donc là-dessus, c'est vous qui choisirez. Après, j'ai créé un 3e compte, parce qu'en fait, celui-là, il est arrivé à 40 000 abonnés environ en 60 jours. Je pars du principe, moi, en fait, que si en 7 jours, on n'a pas fait 10 000 abonnés, c'est qu'on a raté en fait, son lancement sur TikTok. Après, ça reste... si vous faites un truc ultra niché sur une audience, etc., vous n'aurez peut-être pas 10 000 abonnés en 7 jours. Mais en tout cas, moi, c'était un peu mes métriques. Là, j'ai été très bourrin. Hein. On pourra regarder quelques vidéos si vous voulez après. Mais en tout cas, c'est le site que les millionnaires ne veulent pas que tu saches. Voilà, c'est des trucs bien putaclic. Voilà, ça partait là-dessus. Ensuite, après, là, en fait, c'était le compte où je me suis dit, je clique en fait sur voir mes abonnés. Je regarde et je vois 1, 2, 3, 4, user testing, je sais pas quoi. En fait, c'est que des noms où je me dis, mais c'est qui ces gens? Et on est habitué sur Instagram, enfin je ne suis pas trop sur Insta, mais sur Insta ou sur LinkedIn, on a vraiment des gens ultra quali qui nous suivent. Et là, j'avais l'impression qu'il y a 40 000 personnes qui me suivent, mais 5 quali quoi.
enfin, que mon réseau au départ. Donc en fait, là, j'étais pas très satisfait en fait, de ce que j'ai produit. Et là, en fait, j'ai recréé un compte où je me suis dit, on va faire un peu plus de focus sur la méthode, on va faire un peu moins de putaclic, même si on fait un petit peu. Mais en tout cas, voilà, quelque chose de vraiment où je me sens plus à l'aise avec ce que je produis. Donc voilà, après, c'est à vous de choisir. Là, j'aurais pu le monter à 100 000, 200 ou plus. Mais voilà, c'est vraiment, à la fin, je ne suis pas très fier. Là, je suis un peu plus fier. Mais voilà. Mais par contre, après, la question, c'est est-ce qu'on préfère avoir un compte entre 50 et 100 K qui parle à son audience, qui est ultra clean, qui part de méthode, ou est-ce qu'on préfère avoir un compte à 500 000 juste pour la vanity métrique? Mais après, derrière, il y a des boîtes. Vous achetez aussi la vanity métrique. Si vous avez des clients qui ne regardent pas trop le contenu, mais regardent plutôt effectivement le nombre, ça vaut peut-être le coup. Donc voilà. Et en plus de ça, on en parlait tout à l'heure, mais l'algorithme évolue régulièrement et TikTok commence déjà en fait à resserrer un peu la visibilité. Donc depuis les 1 euro par 1000 vues, je ne sais pas quoi. En tout cas, il commence à avoir plus de créateurs, donc moins de visibilité pour tous. Et donc je me dis, peut-être que c'est le cas pour vous là, d'avoir chacun un compte à 100K ou plus. Profitez de ça et après on discutera, enfin je vous montrerai en fait aussi ce que j'ai appris de TikTok France il n'y a pas très longtemps, qui m'a un peu changé ma manière de penser. Au départ, on parle content, donc contenu en français, et en fait la différence entre la partie community et la partie content based. En fait, est-ce que c'est le contenu qui est l'élément moteur de la scalabilité, de la viralité, ou est-ce que c'est la communauté? Ça, c'est super important, c'est ce qui fait que tout le monde dit mais en fait sur TikTok, c'est trop cool, on peut faire des centaines de milliers de vues sans être personne. Sur Insta, vous pouvez faire, hormis des Reels, mais vous pouvez faire une publication, vous serez vu par votre audience. En gros, ça va vite stacker. Donc ça, c'est super important à comprendre. Les avantages de la partie content based, en fait, c'est que le réseau ne sature pas. Vous arrivez sur une plateforme où, comme c'est le contenu qui prime, si votre contenu il est quali, vous allez avoir de la viralité. La deuxième chose, c'est pas obligé de tout mettre sur de l'achat média. TikTok, maintenant, c'est le cas de Facebook, c'est le cas de Pinterest, même c'est le cas de LinkedIn. En fait, vous pouvez très facilement avoir des posts qui explosent ou des vidéos qui explosent en étant personne. Et donc là, c'est des plateformes où on se dit globalement, pourquoi je mettrais de l'argent chez eux, alors qu'en fait, en vrai, si je maîtrise bien la vidéo de manière organique, je peux avoir quasiment les mêmes résultats. Donc ça, c'est important. Et après, le contenu, en fait, touche toujours des nouvelles personnes. Ça, c'est aussi un truc que j'ai appris à mes dépens. Je le disais tout à l'heure, en fait, c'est TikTok France aussi qui m'a sorti une sorte de catchline qui m'a cassé. Je vous la mets juste après, mais en tout cas, voilà, ça touche. En fait, quand vous êtes en format vertical, l'objectif, c'est vraiment de toucher un maximum de monde. Et en fait, c'est la découvrabilité. Et donc, il ne faut pas mélanger en fait, avec ce que vous allez produire à côté, qui est vraiment le côté je passe de mon audience à une communauté. Vous voyez la diff entre une audience et une communauté? Il y a des gens qui voient d'un côté et des gens qui vous suivent de l'autre pour ce que vous êtes, ce que vous faites. Ils vous aiment, ils vous like, ils commentent, etc. Deux choses complètement différentes. C'est pour ça que sur YouTube, par exemple, ceux qui font que des formats vidéo verticales et qui ont 100 000 abonnés sans avoir posté une vidéo longue, on ne considère pas que c'est des vrais abonnés. C'est-à-dire que même la métrique, on dit qu'il faut diviser par 50 ce nombre d'abonnés-là pour avoir à peu près un abonné réel. Donc voilà, il ne faut juste pas se faire duper. On peut avoir un compte qui a énormément d'abonnés, mais derrière, ils viennent d'où? Ils vous ont découvert comment? S'ils ont juste scrollé des vidéos, ils ont cliqué sur s'abonner, 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 c'est un peu trop facile. Le call to action est trop simple. Après, les inconvénients, et ça en vrai, c'est un peu la difficulté, c'est que ça nécessite un travail régulier en fait, parce qu'une vidéo, comme en fait c'est la vidéo qui doit plaire et qui doit être quali pour reacher, le jour où vous faites une vidéo qui ne plaît pas à votre audience, boum, il ne se passe plus rien. Donc j'ai vu des gens qui ont 4 millions d'abonnés sur TikTok, ils font une vidéo, elle est vue 300 fois, ils la désactivent, ils en repostent une, et en fait ils font ça, ils attendent 24 heures et ils font ça régulièrement. Ils veulent laisser sur leur feed uniquement les belles vidéos, mais en fait vous n'imaginez pas le nombre de vidéos qu'on met en cachet. On ne supprime pas, jamais, mais en tout cas on les cache. Et ensuite on republie en disant peut-être la catchline n'était pas bonne, peut-être que le storytelling n'était pas bon. On verra ça tout à l'heure, mais il faut vraiment rester dans l'idée effectivement que on peut être célèbre du jour au lendemain, mais comme on peut aussi repartir from scratch dans la rue, quoi. Manque de stabilité, ça c'est le problème, c'est que comme ça évolue constamment, et en plus c'est la guéguerre en ce moment entre tous les réseaux, c'est qu'effectivement ils changent leur algo tout le temps, et des fois ça marche, des fois ça ne marche plus. Donc on est là pour voir vraiment la partie méthode, qu'est-ce qui marche de manière consistante tout le temps. Mais en tout cas, sachez que vous allez faire une vidéo, elle va marcher, vous allez republier la même vidéo, elle ne va pas marcher, vous allez la republier, elle va marcher. Voilà, ça c'est les joies des réseaux sociaux. Ça, c'est juste pour rentrer directement dans TikTok, dans la partie algorithme. Quelle est la différence entre la partie community-based et content-based? En fait, on voit que TikTok, il donne beaucoup de points sur
les revisionnages de vidéos. Donc, vous savez ce qu'on appelle les loops, on s'est tous fait avoir là-dessus. On regarde une vidéo, on la voit 2, 3, 4 fois, ou voire même on lance les commentaires et en fait la vidéo elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Donc là c'est jackpot pour lui. Là il est en train de tirer effectivement à Las Vegas, il est en train de tirer sur le levier plusieurs fois. Après c'est le taux de complétion, le nombre de personnes qui ont vu la vidéo à 100%, c'est super important comme métrique. Et après en fait on voit que le partage, les commentaires, les likes, en fait c'est beaucoup moins important. Dans une partie où le content est la clé. Donc c'est là en fait où on va séparer deux choses. Toutes les plateformes qui sont fondées en fait sur le contenu vont plutôt mettre en avant le contenu et tout le reste, par exemple on parle de LinkedIn, LinkedIn on sait que les commentaires c'est la priorité, ensuite après on a les réactions et après on a les partages. Et en fait LinkedIn par exemple va rester là-dessus. Donc le post peut marcher, mais par contre il faut abuser, j'ai enlevé la slide qui parle de ça parce que c'est pas de la vidéo, mais en tout cas par exemple sur LinkedIn pour que ça fonctionne, il faut dans les 2 premières heures, il faut être ultra vénère derrière ses commentaires, lancer un débat, quand quelqu'un commente, on répond par une question, comme ça il recommente, etc., etc. On est vraiment dans le côté, on doit maximiser le nombre de commentaires. Alors que là, en fait, on doit vraiment maximiser la qualité de sa vidéo. Donc voilà, il faut qu'elle soit vue 100%, voire même vue plusieurs fois. Ok, ça c'est ce que m'avait dit TikTok France en novembre. Seulement une seule personne sur 7 qui fait partie en fait, de nos abonnés voit nos nouvelles vidéos. Moi, en fait, cette phrase m'a fait un peu mal. Parce qu'à l'époque, quand j'ai recommencé un compte, je me suis dit, mon audience, elle n'est pas quali. Donc, je vais recommencer un compte. Mais en fait, à la fin, toutes vos vidéos que vous produisez, en fait, elles sont quasiment jamais vues par les gens qui vous suivent. Quasiment jamais. Donc, en fait, vous pouvez faire n'importe quoi pour avoir des abonnés. À la fin, en fait, ces abonnés-là ne verront pas vos nouvelles vidéos. Donc, que vous ayez des bons abonnés ou des mauvais abonnés, sur TikTok, ça ne compte pas. Vous pouvez avoir 500 000 abonnés avec du hack, ils auront presque la même valeur que 500 000 abonnés avec de la méthode. Et ça, c'est le truc en fait où on se dit pourquoi galérer en fait à faire des trucs propres, alors qu'effectivement en fait le nombre d'abonnés de toute façon, le jour où je republierai notre vidéo pour dire hey, je sors une formation, hey, achetez notre produit, hey, inscris-toi dans notre newsletter, la plupart ne seront pas des abonnés en fait qui nous suivent. Donc en fait, c'est que des personnes qui nous découvrent à chaque fois. Donc ça, c'est un peu bizarre, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, on joue quand même sur des biais, à force d'être sur Insta, à force d'être sur TikTok, etc., les gens, ils vous impriment, ils ont l'habitude de vous voir, donc il y a un peu d'éléments de réassurance, d'autorité, etc., qui se mettent en place. Mais à la fin, on ne peut pas se dire qu'on a une stratégie de dire, OK, dans un premier temps, on développe sa communauté, et dans un second temps, on la convertit. Parce que là, en fait, vous allez convertir personne, parce qu'ils ne vont pas voir vos vidéos. Donc ça, c'est un vrai truc, il faut l'avoir en tête. Donc c'est-à-dire que si demain, vous voulez un peu comme Caroline Jurado, remplir une newsletter, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir 50 000 avant de sortir sa newsletter. Il faut le faire day one parce qu'effectivement, si vous ne mettez pas le lien directement, inscris-toi à ma newsletter, les 50 000, admettons, qui se seront déjà inscrits, qui seront abonnés à votre compte, ils ne diront jamais que vous avez sorti une newsletter. Donc ça, c'est un peu triste. Juste du coup, en fait, avoir 500 000 abonnés sur TikTok, au final, cette partie-là, ce top de la page, il ne sert à rien par rapport à l'algo. En fait, c'est des gens qui, quand tu vas sortir une nouvelle vidéo, tes 500 000, la plupart ne vont pas avoir ta vidéo. Enfin, seulement 1 sur 7. Ça apparaît dans leur pour toi, mais 1 sur 7 le verront. C'est ça le truc qui est un peu... Donc c'est ça si tu as l'habitude d'aller voir les gens vers qui tu t'abonnes. Ouais, ou autrement, il faut avoir vraiment le réflexe d'aller chercher le créateur que tu suis, etc. Donc là, après, effectivement, si tu interagis régulièrement avec les mêmes créateurs, tu vois, tu commentes, tu likes, tu regardes, etc. Bien évidemment qu'à un moment donné, on va être l'algorithme, il va vite comprendre qu'il va vous spammer de ce créateur. Mais de manière générale, la plupart des gens qui mettent juste s'abonner, 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 un like, s'abonner, ils te reverront peut-être jamais, alors qu'ils s'abonnent à toi. Ça, c'est le truc en fait qui est un peu biaisé par rapport à Instagram où quand on clique sur s'abonner, la personne, tu la vois en story, tu vois ses stories, tu vois ses posts, tu vois ses reels. Enfin, j'ai l'impression que tu la vois bien, quoi. Donc, excuse-moi, ce que tu dis, c'est clairement que la North Star, c'est pas le nombre d'abonnés, mais c'est le nombre de vues cumulées. C'est des plateformes pour faire de les vues. En fait, pour moi, le côté vidéo verticale, c'est des plateformes pour faire des vues. Et en fait, il faut vraiment l'utiliser pour faire des vues. Alors pourquoi TikTok montre le nombre d'abonnés que tu as sous ton profil plutôt que le nombre de vues cumulées? En fait, le nombre de... Ils mettent les j'aime. Ouais, ils te mettent le nombre de j'aime, le nombre d'abonnés, le nombre de followers que toi, tu suis. Et après, en fait, tu as le nombre de vues par vidéo. C'est ça. Et on devrait, pour suivre la logique, ils devraient cumuler le nombre de vues par vidéo pour voir quelle est l'attraction. Le reach, en fait, du compte. Le reach, ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Après, en fait, ils se disent qu'ils l'ont déjà splitté par vidéo. Tu regardes, en fait, les vidéos qu'on buzzé, Mais bon, voilà.
Mais en tout cas, ouais. Mais c'est intéressant parce que Twitter a fait la même chose récemment, c'est-à-dire que maintenant sur les tweets tu vois la portée, alors qu'avant c'était pas le cas, il n'y avait que les j'aime. Certains disent que c'est parce qu'Elon Musk qui veut monétiser en fait la portée des créateurs, mais du coup c'est la même tendance que ce qui se passe sur TikTok. Clairement. En fait, il faut se dire maintenant, chaque plateforme commence à avoir son côté viralité, découvrabilité, pour faire connaître des créateurs et donc faire venir des créateurs à eux. Parce que sinon, tu vas avoir un truc comme à l'époque sur YouTube pour se lancer. Tu lances une vraie vidéo format long, t'es personne, t'as 50 vues. Enfin, je veux dire, tu fais 3-4 vidéos, t'es fatigué, quoi. On va dire que c'est un peu de la consanguinité pour ceux qui étaient déjà lancés sur la plateforme. Donc la découvrabilité, la vidéo verticale offre la possibilité d'être découvert quand on est personne. Par contre, après, il faut se dire qu'il y a d'autres mécanismes vraiment pour travailler son audience, la fidéliser, travailler vraiment du contenu, en fait. Il faut vraiment le voir en 2 étapes. Et ça dépend où vous en êtes. Donc, soit vous dites, moi, j'ai pas de compte, vous vous mettez en mode découvrabilité et vous bombardez sur le format. Ou soit vous dites, j'ai un compte, je commence déjà effectivement à avoir une certaine notoriété, je comprends les concepts. Dans ces cas-là, effectivement, je passe à comment je peux commencer à convertir ces gens-là, etc. Mais il faut l'avoir directement en tête et sachant que, c'est ce que je disais, moi, en fait, mon premier lien dans la bio, dans tous les cas, moi, j'attendais au moins, je sais pas, entre 30 000 abonnés. Et en fait, il n'y a aucun intérêt. Je voulais juste pas qu'il y ait 2 call to action différents en mode abonne-toi et check le lien dans ma bio. Parce qu'à la fin, en fait, on se dit, bah, la personne va s'abonner ou. Enfin, il ne peut pas avoir 2 call to action par vidéo. Mais à la fin, en fait, je me dis, limite, le abonne-toi, on s'en fiche. Je préfère que tu mettes ton adresse mail dans ma newsletter. Enfin, j'ai pas de newsletter, mais en tout cas, je conceptualise le truc. Mais je préfère limite que tu me donnes tes coordonnées plutôt qu'effectivement que tu fasses partie de mon cimetière des abonnés. C'est plus de graphe social du tout, en fait, c'est un média. Là, pour l'instant, ouais. Après, je pense que ça va évoluer. Là, pour l'instant, on est vraiment sur cette partie-là. Là, purement sur TikTok, ils n'ont pas encore. Ils ont lancé un peu les stories pour essayer de fidéliser, etc. C'est pas le truc qui prend trop. C'est un peu comme BeReals, ils ont fait des trucs un peu comme ça. Mais après, les autres plateformes, on voit bien les 2 côtés. Par exemple, Instagram, on voit le côté où on fait nos publications, nos stories, etc. Et on a les Reels, ces 2 formats. Sur YouTube, on a les vidéos longues, etc. Et on a les shorts. Et ça va être comme ça de plus en plus sur plein de plateformes. Donc, il faut vraiment conceptualiser. On va dire qu'il y a 2 feeds et les 2 feeds n'ont pas les mêmes objectifs. Est-ce que tu as des insights sur côté Instagram, justement, sur la manière dont c'est conceptualisé au niveau du reach, et de l'impact que tu peux avoir sur les vidéos? Bah, clairement, moi, par exemple, tu vois, si je prends juste, je pars toujours de. Enfin, je préfère donner mes données que des données que je trouve sur Internet. Mais en gros, tu vois, par exemple, je ne suis pas le mec le plus Instagram compliant. Mais tu vois, tout ce qui est story, publication, globalement, je touche au moins 1, 2 à 3 personnes de mon réseau, systématiquement. Donc en fait, tu as peut-être 30% des gens de mon réseau qui voient mon contenu. Alors que si je poste un Reels, là, je vais toucher peut-être, par rapport à mon nombre d'abonnés, à l'époque qui était de genre 800, ça peut toucher, je sais pas, entre 2000 et 15 000 personnes, tu vois. Donc je passe en découvrabilité. Mais là, c'est pas pour autant que j'ai des gens qui me suivent, qui engagent. Tu vois, je ne reçois pas de messages, tu vois. Enfin, il n'y a pas d'échange. C'est un peu comme sur TikTok, on le verra tout à l'heure, les débats en commentaire sont assez rares. Autrement, c'est plutôt pour dire « ouais, tu as fait un tic de langage, tu t'es planté sur ta vidéo ». Enfin, c'est toujours un peu des trucs un peu puérils quand il y a des commentaires. Et je vous expliquerai tout à l'heure, moi, les vidéos qu'on buzzait, dans le compte numéro 2, c'était que des vidéos un peu où il y avait comme ça une erreur, en fait. Donc, en fait, ils ont souligné l'erreur, donc ça a animé un débat, et en fait, de ce débat, ça a fait de la viralité. Tu faisais ça exprès à chaque fois? Ouais, maintenant, je sais que je m'adresse à des gens qui sont en 6e sur TikTok. Donc, vraiment, il faut vraiment s'imaginer en fait, que le niveau de maturité en fait, des audiences n'est pas du tout le même. Sur Insta, il faut développer votre autorité en fait, pour être mis en avant. C'est-à-dire que les gens doivent vous imaginer comme quelqu'un référent sur son domaine et ils vont vous suivre. Sur TikTok, c'est encore autre chose. Là, il faut vraiment vulgariser vos sujets. Moi, quand je donnais des conseils, je parlais du mot freelance. Freelance, quoi. Ils m'ont dit, c'est quoi freelance? Enfin, je me suis dit, ah ouais. Donc là, enfin voilà, il faut vraiment vulgariser. Après, on parlera du hack qu'utilise Guillaume Moubèche. J'en ai fait une vidéo sur TikTok il n'y a pas très longtemps. Mais qu'utilise Guillaume Moubèche pour, en ce moment, exploser sur Insta. J'avais juste une question, du coup, sur est-ce qu'il y a un intérêt d'aller chercher à créer une communauté sur TikTok. Du coup, c'est créer de la viralité, puisque l'outil permet de le faire. Et après, c'est de trouver un moyen de la rapatrier sur ces autres réseaux où là, on alimente sa communauté. Du coup.
Ouais, de ouf. C'est exactement ça. Et après, on va le voir tout à l'heure, c'est toute une question aussi de stratégie de recyclage. Donc de se dire, ok, je crée des vidéos pour TikTok, mais ce n'est pas le seul et unique réseau. Moi, honnêtement, j'aurais arrêté depuis 15 ans si vraiment je devais faire des vidéos qui vulgarisent tous les concepts en 15 à 30 secondes, etc. J'ai pas l'impression que... Enfin, moi, c'est pas quali pour moi, en fait. Mais par contre, comme je poste ça un peu partout, bah, ça augmente la découvrabilité, le biais de simple position, donc il vous voit un peu partout. Donc à un moment donné, en fait, de manière globale, en effet cumulé, c'est vraiment intéressant. Mais si c'était vraiment une stratégie, je fais de la vidéo pour TikTok, hormis c'est vraiment, tu as ton audience là-dessus, je trouve ça moyen. Donc voilà, pour moi, il vaut mieux le voir comme une stratégie globale. Et c'est moins fatigant, tu as plus d'impact. Et globalement, quand on est entrepreneur, on va avoir de l'impact. Le temps d'attention moyen sur Internet, il est de 8 secondes. Et j'avais analysé une fois, le temps d'attention sur TikTok, il est à peu près de 2 secondes. Les gens, ils scrollent tellement vite que si tu n'as pas donné la phrase catchy, la tagline, c'est mort. Donc en fait, moi, j'avais tout travaillé à un moment donné sur comment mes 3 premières secondes vont vraiment avoir un impact. Et en fait, je mets un gros titre énorme où effectivement, là, je mets une tagline. Donc ça, après, je vous expliquerai en fait, moi, comment je produis des vidéos juste après. Ça, c'est un peu des stats que j'avais trouvés, en tout cas. Les vidéos deviennent de plus en plus courtes sur le web de manière générale. On dit que 60% des vidéos font moins de 2 minutes sur Internet et 58% des gens qui regardent des vidéos en entier, elles font moins de 60 secondes. En fait, on a un temps d'attention de poisson rouge, enfin pas très loin. Et le truc, en fait, qu'il y a, c'est qu'on a tellement l'habitude de manger du snack content comme ça qu'en fait, maintenant, on scrolle, quoi. On scrolle à l'infini. Hormis si vraiment on veut rentrer dans une thématique, format tuto, vidéo, etc., on va sur YouTube. Donc maintenant, il y a vraiment 2 univers qui se créent. Soit on est sur du format vertical et il faut accepter, c'est vraiment que des vidéos courtes, même si TikTok veut allonger. En vrai, difficile d'avoir des super taux de complétion, du rewatch si on fait une vidéo d'1 minute 30, enfin c'est ultra compliqué. Hormis si vous racontez une histoire de ouf, mais il faut s'appeler Oussama Hamar pour faire du storytelling et acheter sa formation. Et ensuite, après, effectivement, si vous avez d'autres formats, en fait, voilà, il faut les mettre sur YouTube, etc. Il faut rentrer plus en profondeur avec une stratégie plutôt middle of funnel. Donc, c'est-à-dire, vous parlez à des gens qui vous suivent, ils comprennent, ils mangent votre contenu, ils vous admirent, ils aiment votre marque, ils vous achètent. Enfin voilà, il faut vraiment différencier le truc. Ça, c'était les règles quand je m'étais lancé. Enfin, c'est un peu ce que j'avais pioché au départ, qui était pour se lancer sur TikTok, il faut ça. Donc ça, je me suis dit au départ, c'est mes règles. Donc une vidéo égale un message. Donc voilà, une vidéo, un message. De toute façon, en 15, 30, 45 minutes 30, on n'a pas le temps de raconter sa vie. C'est un peu comme un post LinkedIn en fait. Un post LinkedIn, un concept. Il ne faut pas thèse, antithèse, synthèse. Donc c'est la même chose, j'étais parti là-dessus. Après, s'inspirer des vidéos qui cartonnent, ça, tout le monde doit le faire sur son secteur. Même regarder ce qui marche aux US. Maintenant, en plus, il y a Transcript, ChatGPT qui résume. Enfin voilà, on peut vraiment faire des trucs quasi semi-automatisés qui permettent de dire voilà Fabien, les 3 à 4 vidéos que tu dois faire pour avoir un énorme buzz sur TikTok. Cool. Ensuite, après, créer des scripts vidéo. Ça, je vous conseille. En tout cas, moi, je ne sais pas faire une vidéo si elle n'est pas scriptée. Donc, elle n'est pas pré-rédigée. Parce que le truc, c'est que faire une vidéo très courte, où en fait, vous n'avez pas choisi mot pour mot en fait, ce que vous allez dire, c'est plus compliqué. Après, si vous avez le talent, allez-y. Allez-y au talent. Il y en a qui ont le talent. Moi, je pense pas avoir le talent. Dès que j'ai enlevé mes scripts, c'était la foire et je voyais en fait le drop sur les vues. Donc, ils voyaient que j'étais pas ouf. Donc, ça partait direct. Tu écris le script et tu le lis aussi ? Moi, en fait, pour l'instant, j'écris le script, je lis une phrase, je l'enregistre, je la dis face cam. Je lis la deuxième phrase, je l'enregistre, je la dis face cam. Je lis toujours 2 fois, on sait jamais. Mais maintenant, il y a Adobe qui a sorti le truc où on peut regarder le script et la caméra, elle met les yeux en face. C'est trop bien ça. Donc voilà, ça, je trouve que c'est mortel pour des gens comme moi où on fait que lire. Donc en fait, là, au moins, je serai en train de lire et la caméra, l'IA. Faire des cuts pour rendre les vidéos dynamiques, ça, c'est une des premières choses que tout le monde va vous dire en fait, quand vous faites du TikTok, etc. Il faut que ça soit ultra dynamique. Il y en a qui changent de plan carrément. Ils sont dehors à l'intérieur, etc. Moi, c'est trop de taf pour moi. En vrai, moi, je batch mes vidéos dans un studio. Je ne me prends pas la tête de changer de plan, etc. Sinon, ça veut dire bouger son setup, vidéo, etc. Mais en tout cas, cutter tous les petits trucs qui servent à rien. Limite, mangez vos propres mots. Vous finissez une phrase que vous commencez déjà l'autre. Et en vrai, ça, c'est pas mal. J'ai vu en fait vraiment des résultats. Les gens sont tellement vas-y, donne-moi du contenu qu'en fait, tu cuts tout. Et en fait, à la fin, tu vois, tu as vraiment les 7 à 15 secondes de contenu qu'il faut manger. Ensuite, dans les autres règles, il y avait concevoir une petite intro qui capte l'attention. Donc là, on disait tout à l'heure, les 3 premières secondes, voire les 2 premières secondes, etc.
Je vous expliquerai moi comment j'ai fait. Je suis allé sur un site, j'ai pris tous les trucs putaclic au départ pour le compte numéro 2. Et je suis parti de ces trucs-là. Utiliser les transitions, les inserts, les motion design. Avant, ce n'était pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut faire des vidéos tranquillou chez soi avec un iPhone, retourner un petit éclairage sympa et un son. Donc voilà, on ne va pas refaire le débat de comment produire des vidéos, mais le son avant la vidéo, son, éclairage, caméra. Donc dans ce sens-là. Mais en tout cas, maintenant, on est obligé de mettre des inserts, du motion, etc. parce qu'il faut capter l'attention. Donc c'est pour ça que maintenant que vous arrivez sur TikTok, à chaque fois que vous scrollez, ça vibre ou ça zoome. À l'intérieur, en fait, il y a des changements entre deux séquences, en fait, où il va y avoir une sorte de mouvement de caméra. C'est pareil, c'est juste pour capter l'attention. Ça zoome, ça dézoome, ça zoome, ça dézoome, ça fait ici. Moi, je ne suis pas rentré trop dans ce truc-là, parce que ça demande du taf, tout simplement. Et si ça demande du taf, ça demande de l'argent. Et si c'est de l'argent, c'est de l'invest. Et à la fin, en fait, ça coûte combien? Moi, pour info, ma prod d'une vidéo par jour sur TikTok, donc balancée partout, sur tous les réseaux, ça me coûtait, je sais pas, 1000-1500 €, parce que je passe par un monteur. Tu mets exactement la même vidéo sur tous tes réseaux ou tu adoptes Au départ, oui. Au départ, j'ai fait ça. C'est en mode gros feignant. Parce qu'il fallait voir en fait, ce qui marchait ou pas. Et après, je me suis dit, si ça ne marche pas, je change. Là, maintenant, je commence à sortir des vidéos plutôt dédiées à Instagram et que je poste encore partout. Donc en fait, soit s'il y a des vidéos dédiées à TikTok que je poste partout, soit maintenant, c'est plus des vidéos aussi, je me dis, plutôt à Instagram, mais je poste partout. Je ne sais pas si tu vois le truc. Donc en fait, ça dépend à qui je parle. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je posterai toujours partout. Une personne sur 7 de tes abonnés voit tes vidéos. On envoie. On l'a produite, on l'envoie. Enfin, moi, je pars de ce principe. Et après, je vous expliquerai aussi. Moi, je vais maintenant, à l'époque, ce n'était pas dans ma stratégie. Maintenant, je vais jusqu'à LinkedIn. Et LinkedIn, ça cartonne. Enfin, je kiffe. Vidéo sur LinkedIn, c'est royal. Enfin, je sais pas. Et même au format 9/16e Non, je les cut. Je les cut en carré. J'ai testé format 9/16e, mais ça fait un peu le mec qui a pas fait trop l'effort. Tu as juste à mettre en format carré, tu remontes les sous-titres et c'est ready. Ensuite, après, il y a le côté sous-titres. Tout le monde le dit, il faut le faire. J'ai testé des semaines sans sous-titres, avec sous-titres. Globalement, c'est vrai qu'avec sous-titres, c'est quand même relativement mieux. Maintenant, en plus, c'est automatique, CapCut, etc. Les sous-titres sont automatiques, donc pas trop se prendre la tête. Après, ça, c'est ma partie, comment je me suis lancé en prod. Au départ, j'allais sur titlegenerator.com. C'est un site, en fait, où globalement, vous mettez marketing. Il vous sort 700 titres de vidéos. C'est vraiment assez putaclic. Hein. Donc, il faut sélectionner. Donc, moi, j'ai pris au départ les 50 premiers titres et j'ai sélectionné en fait celles où je me suis dit, ça m'inspire. Et après, j'ai réfléchi au contenu. Donc, voilà. En fait, c'était juste... c'est comme ça en fait, que mon compte 2 est passé à 40 000 abonnés en 60 jours. C'est qu'en fait, je me suis dit, il faut capter l'attention et après, on raconte l'histoire. Et pas raconter l'histoire qu'on veut et après, trouver le titre qui va bien. Donc, j'ai tout focus sur le titre. Et après, je me suis dit, OK, comment dans mon expérience en marketing, solo business, entrepreneuriat, peu importe, j'ai un truc à dire sur ce sujet. Voilà, je l'ai fait un peu à l'envers. Alterner les types de vidéos. Comme je le disais, moi, je suis sur plusieurs niches, en fait. Et j'essaye quand même d'alterner pour que, comment dire, c'est pas parce que je veux avoir une audience qui soit un peu, comment dire, composée parfaitement de plusieurs catégories, mais c'est plutôt pour pas lasser les gens. Quand on parle de marketing, les biais psychologiques, comment faire ci, c'est très bien. Mais après, reparler effectivement de comment on crée du contenu, comment on fait des vidéos. Après, comment effectivement on est solopreneur, comment on augmente son TGM. Après, effectivement, on a monté une startup, voilà le gros fail, comment faire. Enfin voilà, alterner un petit peu, ça permet en fait aussi de tester différentes choses et donc de voir ce qui marche. Si on est monothème, à la fin on se dit ça marche, c'est moi qui suis pas bon, c'est le thème qui est pas bon, c'est mes vidéos qui sont pas bonnes. Enfin, on se pose trop de questions. C'est comme quand on fait de l'emailing et quand on fait de l'A/B testing, quoi. Si vous lancez un mail sans faire de l'A/B testing sur l'objet, à la fin vous dites l'emailing est mort. Mais en fait, à la fin, non, c'est votre méthode qui est morte. Et là, c'est la même chose. Pour bien apprendre, il faut alterner. Et j'ai alterné aussi quelque chose, c'est les call to action et les loops. Ça, c'est un truc que j'ai compris assez vite dans le compte numéro 2. C'est que tout le monde va dire, si tu ne mets pas de call to action, tu perds à peu près 40% du nombre d'abonnés. Donc voilà, c'est scientifiquement prouvé. Si tu dis à la fin de ta vidéo « et abonne-toi », je crois que le bouton est là, « et abonne-toi », les gens s'abonnent. C'est facile, on parle à quelqu'un de 6 ans, il voit la vidéo, il s'abonne. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir énormément de viralité, comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait le côté repeat de la vidéo, si à la fin de la vidéo tu dis « et abonne-toi », c'est comme un générique de fin. Et abonne-toi. Donc on voit la vidéo finir. Alors qu'en fait, des fois, moi j'alternais.
à peu près, je sais pas, une fois sur 3, une fois sur 4, je mettais un call to action, abonne-toi, et les autres vidéos, je les faisais en loop. Donc vous savez, vous prenez la dernière phrase, la première, la dernière phrase, vous la faites durer en donnant la catchline du début. Par exemple, mais c'est ce que je te disais, si tu es entrepreneur, alors tu dois faire ça. On coupe, c'est ce que je te disais, je le mets à la fin. Et si tu es entrepreneur, tu dois faire ça, c'est le début. Et l'avantage, c'est qu'à la fin, il y aura une loupe parfaite et la personne ne voit pas, peu, qui boucle en fait. Il se dit, ah, c'est cool. Donc voilà, et en fait, il mange plusieurs fois la vidéo. TikTok adore, il vous montre plus, donc ça augmente un peu la visibilité que vous avez avec votre contenu. Moi, je trouve que c'est important de comprendre comment faire des bonnes vidéos et après, à côté de ça, d'essayer d'avoir un nombre d'abonnés qui augmente. Donc, je vois un peu sur les deux, voilà. Viralité versus conversion. Ça, c'est toujours le cas, mais en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. TT pour TikTok 0,1, là, on a eu jusqu'à 26. L'objectif, effectivement, c'est qu'à chaque fois, je dis voilà sur quoi je poste. Pour info, normalement, je poste partout. Mais là, en fait, des fois, je désactive des plateformes pour 2 raisons. La première, c'est que je dépasse le nombre de secondes minimum, maximum de la plateforme. Par exemple, Instagram, c'est 90 secondes. YouTube, c'est 60. Donc, si je veux faire une vidéo que je poste partout, il faut que j'en fasse que des moins de 60. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que des fois, je suis juste pas à l'aise en fait, avec ce que je dis pour le poster partout. Ou des fois, c'est juste un hook. Donc, j'ai une accroche qui va parler qu'à des gens qui sont sur TikTok. Tu veux créer du contenu sur TikTok? Alors, voici une méthode. Ça peut marcher sur Insta, ça peut marcher ailleurs, mais globalement, quand tu es sur TikTok, tu veux péter TikTok. Quand tu es sur Insta, tu veux péter Insta. Quand tu es sur LinkedIn, tu veux péter LinkedIn. Et toutes les personnes qui globalement ont le plus d'abonnés sont des gens qui te donnent des conseils sur comment te développer sur le réseau. On peut le voir, hein, par exemple, une bonne amie, Caroline Mignot, parce qu'elle t'explique comment exploser, utiliser des lives sur LinkedIn, comment faire ci, comment faire ça. Bah à la fin, en fait, elle a un gros nombre d'abonnés parce qu'en fait, les gens la suivent pour avoir les tips. Des fois, il faut jouer entre je donne des tips et j'ai ma marque à côté. Donc voilà, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Où est-ce qu'on place le curseur? Donc voilà, ça c'est un petit peu mon petit truc. À côté de ça, en fait, là, je voulais juste caler là parce que je ne savais pas où le mettre, mais en tout cas, moi, j'utilisais un truc que j'adore qui s'appelle frame.io. C'est quand vous êtes une équipe et qu'il y a une personne qui produit, qui monte, peu importe. En fait, tu mets tout ça sur Frame et automatiquement, en fait, c'est là où tu vas pouvoir faire tes feedbacks. Donc, tu cliques sur vidéo, moi, par exemple, TT6, j'ai la vidéo et en fait, automatiquement, là, je mets par exemple, je ne sais pas, il y a un truc, il faudrait mettre un petit insert. Tu vois, il y a le timecode automatiquement. Tu dis, bah voilà, et en fait, la personne, elle a juste une to-do list des trucs qu'il faut faire et après, automatiquement, c'est bon, c'est publié, etc. Donc ça aide en fait juste à la conception entre la partie tech, le créateur de contenu, la boîte, etc. Super, super intéressant ça. Après, ça, c'est la méthode que j'ai toujours utilisée pour au moins passer les 1000 abonnés. Je vous conseille au départ de faire des vidéos entre 15 secondes et 1 minute 30. Aujourd'hui, ils disent entre 40 secondes et 1 minute 30. Mais moi, je pense qu'il faut rester quand même assez bas quand on ne sait pas faire des vidéos de 45, 1 minute, 1 minute 30. Au départ, commencer petit, essayer d'exploser le watch time, etc. Et ensuite, après, commencer à augmenter. Capter l'attention dans les 2 premières secondes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est typiquement un truc qui a c'est mon compte numéro 2. Donc, mix putaclic, les 5 secrets qui ont fuité, c'est vrai, mais voilà, c'est le truc. En plus, ça marche toujours bien. Les 5, les 3, les 7, les gens veulent aller jusqu'au bout. Biais d'engagement, je ne sais pas si vous connaissez ce biais. Quand on a commencé un truc, on veut aller jusqu'au bout. Donc ça marche très très bien pour en tout cas avoir pas mal de vues. Après, changer de rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cutter très très vite. En tout cas, voilà, pas le discours tranquillou, etc. Il y en a qui arrivent, mais c'est plus rare. Il y a toujours des exceptions à la règle qui arrivent, qui parlent comme ça à une audience, comme si on était potes, 2 personnes qui discutent ensemble. C'est beaucoup plus dur de réussir comme ça. Être en mode cosy, je trouve qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Si tu as un studio, tu le fais en studio. Si tu n'as pas de studio, tu ne fais pas de studio. Si tu as des écouteurs, tu mets tes écouteurs. En fait, je pense que on est face à une audience, en tout cas sur TikTok, sur les Reels de manière générale, etc., qui veut le contenu snacké. Mais en fait, en vrai, ils en ont rien un peu à carrer de comment tu le présentes. Même si on commence à level up avec des caméras. Enfin, vous le voyez de toute façon sur les réseaux. À l'époque, sur TikTok, j'ai l'impression qu'ils étaient tous à l'iPhone, tout était flou. Maintenant, chacun a commencé à level up son truc. Maintenant, il y a des caméras, maintenant, il y a de l'éclairage, maintenant, il y a des néons. En fait, ça se YouTubeise, on va dire. Être proche de la caméra, ça, de manière générale, voilà, c'est le truc tout bête, hein, mais on n'est pas sur une présentation PowerPoint en dernière année d'école de commerce. Donc, on est à 3 km du truc avec une zapette.
Mettre les sous-titres, on en parlait, et le call to action tout à l'heure aussi, entre les loops, les call to action, abonne-toi, etc. Ça, c'est vraiment le truc basico-basique, mais c'est le basico-basique qui fonctionne. Après, je disais tout à l'heure, il y a toujours le côté un peu hack. C'est vous qui choisissez. Hein. Moi, honnêtement, éthiquement parlant, je ne reprendrai pas trop des hacks comme ça, mais en tout cas, ça peut marcher. Et des fois, ça peut juste créer l'étincelle au départ pour faire que TikTok vous repère. Parce qu'effectivement, il y a quand même une histoire effectivement d'un créateur qui a quand même l'habitude d'avoir des vues. TikTok, ça va quand même le rassurer, comme tout algorithme, etc. Aller trop vite. Ça, vous montrez un site web à un moment donné, vous dites ouais, voilà, dans notre boîte, on utilise ça. Boum, vous montrez le site web et hop, il repart tout de suite. La personne est obligée de revoir 3 fois la vidéo, cliquer sur pause. Vieux hack, d'accord. Montrer le résultat, puis comment faire. Bon, si vous êtes en dropshipping, ça marche super bien. J'ai fait 500 000 € chez Speak. Voilà. Mais bon, voilà, éthiquement parlant, c'est pas ouf, mais vous avez peut-être d'autres résultats. Je sais pas, on a exposé notre chaîne de restaurant, où on a fait tant de vues, ou je sais pas trop quoi. Vous avez un résultat, que ce soit lié à votre boîte ou non. Après, vous montrez comment faire. Les gens, ça les scotche. Répondre à la problématique à la fin. Donc voilà, c'est globalement, est-ce que à la fin, on donne le résultat. Créer des séries, ça, c'est intéressant parce que les gens en fait, vont s'abonner pour suivre la série, pour suivre le prochain. Même si on a vu tout à l'heure que s'il ne revient pas sur ton compte, il ne suivra pas le prochain. Donc ça, c'est un peu le truc. Mais globalement, si tu leur dis, voilà, je vais faire 3 épisodes pour t'expliquer ça, abonne-toi, ils vont s'abonner. Donc voilà, ça c'est. Créer une polémique, il y a un débat, c'est un peu comme tous les réseaux. Hein. Aujourd'hui, tu parles d'Oussama, tu fais 100 000, enfin voilà. Lancer un challenge, ça marche. Je ne parle pas que de danser, hein, mais lancer un challenge de manière générale, des jeux, des quiz. Moi, je sais que j'avais testé des quiz pour vulgariser des concepts marketing. Ça va, les gens vont jusqu'au bout, parce que c'était un quiz. Donc à la fin, pour savoir si c'était bon ou pas bon, ils doivent attendre. Où j'avais fait une vidéo aussi je m'étais dit jusqu'où on peut aller dans le truc un peu bête. Et j'avais dit en gros, aujourd'hui le temps d'attention est de 8 secondes. Le poisson rouge c'est genre, 7 secondes. Et en fait je lui dis d'attendre. Et en fait je fais 8, 7, 6. Et en fait la personne attend. Et à la fin je fais, voilà t'as gagné. Et c'est tout. Et en fait la personne comme elle a vraiment regardé tout à 100%, et en fait je voulais vraiment voir, mais c'est vrai que ça marche et les gens suivent. Enfin quand tu leur donnes en fait une sorte de guideline de, tu peux faire ça et c'est marrant. Voilà, quand on est en 6e, CE2, CM2, globalement, on suit le truc. Raconter une histoire, ça honnêtement, les storytellers, les copywriters aujourd'hui, sont ceux qui explosent sur les réseaux. Parce que globalement, aujourd'hui, on veut raconter des histoires, on veut suivre les histoires. Et en fait aussi, on n'en parle pas parce que là, nous, on est dans le format vidéo court. Mais en gros, sur YouTube aussi, les formats vraiment très longs. Maintenant, on mange un sandwich en regardant 3 heures de conf. Parce qu'effectivement, une histoire, la personne, on est dans l'introspection. Pourquoi l'entrepreneur il a fait ça? Ah d'accord, ok. Enfin voilà, on rentre un peu dans l'intimité, donc on suit. C'est un peu la même chose si vous avez raconté des petites histoires comme ça. Moi, je l'avais testé sur les pseudo-experts. Donc en fait, c'était sur l'effet Dunning-Kruger, qui était par exemple, quand tu commences, tu penses tout savoir jusqu'à comprendre que tu ne sais pas tout. Et c'est là où tu t'entoures des gens. Et moi, typiquement, la plupart des gens avec qui je bosse, je ne vais jamais voir un entrepreneur qui pense avoir raison. Parce qu'au départ, il a raison de penser avoir raison. Et jusqu'au moment où il se dit, en fait, je sors d'une école de commerce, en fait, je ne sais pas vendre, ou je pensais que j'étais bon en marketing, mais en fait, j'arrive pas à faire le marketing de ma boîte. Et globalement, l'effet Dunning-Kruger, je l'expliquais comme ça, mais avec l'histoire de les 2 spécialistes, etc. Et c'est une vidéo qui a bien marché. Après, on passe au recyclage. Donc, on prend un et on le découpe et on le met partout. Pourquoi le recyclage? Vous le savez, j'imagine, mais en tout cas, c'est rentabiliser au maximum ces investissements. Quand j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça me coûtait, je sais pas, entre 1000 et 1500 €. Si c'était que pour du TikTok, j'aurais coupé direct. Par contre, effectivement, comme il y a un effet cumulé, c'est ce que je mets là, un effet de simple exposition, les gens vous voient un peu partout, c'est intéressant, être visible sur tous les réseaux. À l'époque, je n'aimais pas Instagram. Je commence à aimer parce que je vois qu'il y a un intérêt community-based. Et là, je sais que je suis en train de mettre en place des méthodes dédiées à Instagram parce qu'en fait, chaque réseau social a vraiment en fait, ses particularités. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire « j'aime pas ». En fait, il y en a un qui va servir à ça, l'autre il va servir à ça, etc. Il faut être un peu partout. Donc cette stratégie pour avoir de la découvrabilité en étant un peu feignant, en vrai, c'est quand même pas mal. Ça, c'est un exemple, un podcast, l'aftermarket. Le gars, il fait un truc, ça dure 1h22. Donc c'est un talk. Et après, derrière, ok, ils se disent, ils sont multicam aussi. Donc il y a une cam sur moi, sur lui, en global, etc. Enfin, vous voyez ça un peu partout. Et après, boum, 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 ils inondent les réseaux sociaux. Et eux, ils l'ont fait plus en format Insta, Reels que TikTok.
Parce que la différence entre la partie Insta, Reels et TikTok, dont on va être tout à l'heure, c'est que en fait, Insta, ce qui marche en ce moment, c'est vraiment les vidéos. Je sais pas, c'est 7 secondes, quoi. C'est le TikTok de l'époque. C'est 7 secondes. Tu as une catchline, une punchline. Tu vas dire un truc un peu vif, les gens vont être comme ça en train de regarder, ça va durer 7 secondes et boum, c'est fini. Ça, c'est le truc qui marche. Après, je vous en parle maintenant parce que je n'ai pas mis slide là-dessus. Mais en fait, en parlant d'Instagram, il y a le truc qui cartonne en ce moment. Je vous disais tout à l'heure, en fait, avoir de l'autorité sur Instagram, c'est super important. Et en fait, c'est tout simplement de ne pas se filmer face cam. Donc typiquement, là, il y a une caméra comme ça. Je vais me mettre comme ça. Je vais prendre un micro HF ou un micro cravate ou peu importe. Et je vais dire « Salut, ouais, bah en fait, tu sais… » Bah ça, c'est Guillaume Moubèche qui le fait en ce moment. Donc en fait, il parle là-bas. En fait, il est tout seul dans une chambre. Mais en fait, le truc, c'est qu'en parlant là-bas, en fait, on a l'impression que soit il parle à un parterre de plein d'entrepreneurs de ouf, ou soit il est en podcast. Et en fait, les gens, quand on le voit comme ça, on se dit trop cool, ça doit être vraiment un mec célèbre pour qu'il soit filmé comme ça et qu'il intervienne dans des confs. Ce hack, il est dégueu, enfin, il est super simple et il est dégueu, mais Guillaume Moubèche n'arrivait pas à faire grossir son compte Insta. Il était à 30 000 abonnés, il n'y arrivait pas à tout. Lui, il a une équipe dessus, il n'y arrivait pas. Il a fait ce truc-là, aujourd'hui, il a 180 000. Et je sais pas, ça fait quoi, 2 mois. Ce truc-là cartonne. Donc, si vous voulez, si demain je vous vois en mode « Salut toi, jeune entrepreneur », etc. Mais ça cartonne. Vidéo très très courte, 7 secondes, comme je disais tout à l'heure, une catchline. Tu vois, t'es entrepreneur, tu fais pas ça, t'as pas à bouffer, t'as pas de pâtes. Tu vois, voilà, ce truc-là, ça fait 30 000 vues sur Insta. Alors que tu prends une vidéo un peu plus construite à la TikTok, tu vas avoir des vues, mais ça va être ultra aléatoire. 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000, mais ça va être très, très, très aléatoire. Donc en gros, pour moi, c'est vrai que maintenant, je vois quand même qu'il y a 2 types de formats. Soit tu gères l'autorité, les grosses punchlines, et tu es sur Insta, parce que les gens sont un peu plus éduqués, matures, sur des sujets d'expertise. Ou soit effectivement, tu restes avec un petit hook, une petite explication, le truc 15 secondes sur TikTok. Mais en tout cas, voilà, vous prenez des formats, vous les splittez, ou vous prenez une vidéo, parce que moi, c'était ça que je faisais, format vertical, et je poste ça partout. Pour info, ça c'est mon workflow, je poste ça partout. Mais aujourd'hui, Pinterest, ça cartonne. Facebook, enfin la version créateur, ça cartonne. Il y a des gens qui prennent 50 000 abonnés aujourd'hui par mois sur Facebook. Il n'y a plus personne. Il n'y a que nos parents. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'ils offrent de la visibilité. Et ce que je veux dire, c'est qu'en gros, toutes les plateformes aujourd'hui, vous postez la vidéo, la même, ça explose tout. Donc voilà, après, vous avez des gens très spécialisés là-dedans, des Hugues Trijas, par exemple, French Startupper, qui fait sa petite vidéo, les 3 astuces, les 3 conseils du jour, et il poste ça partout. Et en fait, c'est, je sais pas, 3 millions de vues cumulées par mois. Enfin, c'est juste énormissime, en fait. Après, comme je disais tout à l'heure, où est-ce que vous placez le curseur? Parce que Hugues, quand je dis à des gens qui sait ce qu'il fait, bah si, c'est les 3 astuces. Ouais, mais les 3 astuces, c'est pas son métier, en fait. Donc en fait, à la fin, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc une marque ne bossera pas avec lui pour une expertise, hormis créer du contenu. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir. En fait, est-ce que vous voulez vraiment faire de la visibilité à mort, mais en tout cas, vous êtes partout. C'est affiche dans le métro dans Paris. Ou autrement, effectivement, vous êtes plus niché, vous avez une boîte, vous avez des compétences. Vous parlez par exemple de BI, vous parlez de restaurants, etc. Là, vous mettez en avant vos clients, vos compétences, ce que vous faites, etc. Et là, effectivement, vous allez avoir une plus petite audience, mais en tout cas plus quali. Enfin, de toute façon, c'est toujours le même mix. Je remettais les trucs de tout à l'heure, yes? Alors juste pour YouTube, on est d'accord que c'est sur YouTube Shorts en général ou il n'y a pas de passage sur la version 16:9 classique? Ah ouais, là, c'est que short. Donc là, c'est je prends ma vidéo. Là, je faisais ça à la main. Donc en gros, c'est je clique, j'upload, je clique, j'upload, je clique, j'upload. Je mets toujours les mêmes descriptions, hormis sur LinkedIn, où en fait, je mets souvent les 2, 3, 4 premières phrases de mon script et je mets la suite dans la vidéo. Globalement, par exemple, n'envoie plus PDF, n'envoie plus de PDF. C'est nul, enfin c'est nul, enfin, c'est pas nul, mais c'est voilà. Le truc fait 105 000 vues, il fait 44 000 sur LinkedIn, et sachant que sur LinkedIn, pareil, comme tout à l'heure, on parlait du divisé par 50, du YouTube Short versus du YouTube classique, là, il faut faire multiplier par 3. Parce qu'en fait, YouTube considère qu'une vue, c'est 3 secondes de vue de vidéo. C'est pas t'es passé dans le feed de quelqu'un. Donc, honnêtement, les gens me posent souvent la question,
les vidéos sur TikTok, enfin sur LinkedIn, sont assez peu mises en avant pour le moment. Mais moi, ma moyenne, c'est 10 000 vues. Et honnêtement, un post classique, ça ferait la même chose. Donc après, tu as toujours le moins, tu as toujours le plus. Peut-être tu peux faire 50 000 vues, tu peux faire plein de trucs. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est un très très bon ratio. Et l'avantage, c'est quand tu te fais, tu sors dans le fil d'actualité de tous les autres contents. Moi, par exemple, j'ai un peu la flemme de faire des carousels. J'ai pas envie de me mettre en mode les vidéos lifestyle. C'est ce qui cartonne en ce moment. Où tu es comme ça, tu as rien de sourire, tu dis quand j'étais entrepreneur, tu vois, mes parents m'ont mis dehors. Ça cartonne de ouf. Il faut le faire maintenant parce que vous avez vu sur LinkedIn, mais en tout cas, l'algorithme est en train de changer. Le côté un peu, on raconte sa vie avec des photos de soi, perso. C'était le buzz de cette année, enfin de l'année dernière plutôt. Là maintenant, ça va être un peu plus les sujets snack, ultra actionnables, les tips, l'expertise retournée en fait sur les 3-4 actions qu'il faut que tu mettes en place. Voilà les astuces, parce que sinon on va tomber dans du Insta et en fait LinkedIn est en train de modifier son algorithme pour pas faire reacher des gens qui racontent leur life. Donc voilà, ça c'est les trucs, mais il faut profiter. Il y a quelques années, c'était les sondages, après c'est les carousels, après c'est les photos lifestyle, on raconte son histoire de famille, et maintenant ça repasse sur des tutos un peu actionnables. Donc, tu parlais de Pinterest, c'est quoi le type de contenu? C'est genre déco, design, ce genre de choses? et ben, en fait, c'est ton contenu d'expertise, c'est ça qui est ouf. C'est que tu peux mettre du contenu marketing. En fait, Pinterest, c'est un énorme moteur de recherche, et en fait, il y a énormément de découvrabilité, et en fait, il y a beaucoup de personnes dessus. Après, je crois qu'il y a 70% de femmes, Ouais. donc après, c'est intéressant si jamais tu as une marque, une audience, etc. Mais c'est vrai que c'est sous-coté, et je sais aussi qu'après, il y a des, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des effets de bord. Ça veut dire que sur Pinterest, tu mets des vidéos, des fois qui pointent sur des vidéos, par exemple TikTok, ça amène du trafic vers TikTok. Si tu ne veux pas vraiment reacher sur Pinterest, tu l'utilises comme un moteur de recherche qui t'amène du SEO, quoi. Et en fait, de la même manière, tout à l'heure, on parlait de TikTok. Pour moi, TikTok, c'est la plateforme qu'il faut utiliser pour ramener des gens sur Insta. Si tu veux vraiment ramener une communauté chez toi. Donc typiquement, voilà, ça, la plupart du temps, de toute façon, on voit un peu les taux de conversion. Quand tu as quelqu'un qui a, je sais pas, 800 000 abonnés sur TikTok, il a 150 000, 250 000 sur Insta. Parce qu'en fait, par effet de bord, les gens, en fait, ils disent « Ah ben tiens, suis-moi sur Insta, je te donne plus d'infos. » Et les gens suivent. Et ça, par contre, effectivement, sur Insta, communauté, les stories, etc. Et c'est cool. C'est OK là-dessus? Donc là, comme je disais tout à l'heure, si vous commencez avec des formats ultra courts. Comme ça, vous êtes sûr de le poster partout. Parce qu'après, effectivement, si vous faites des vidéos que de 10 minutes 30, vous ne pouvez pas le poster sur YouTube et sur Insta. Après, ça, c'est juste la manière d'automatiser. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai acheté la licence à l'année. Parce qu'en fait, mon dernier compte TikTok, je l'ai sorti le 2 août de l'année dernière. En fait, parce qu'on m'a dit, en août, il n'y a pas d'engagement. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je suis capable de produire en 48-72 heures un mois de vidéos TikTok? C'était mon challenge. Et en gros, au départ, je me suis dit, je vais utiliser HotSuite. Comme ça, en fait, peu importe, mais ça va bombarder. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu qu'il y avait pour info, mais des petits détails. HotSuite, c'est le seul quasiment outil qui permet de faire des vidéos longues sur YouTube. Donc, si vous voulez vraiment uploader des vidéos longues, et des vidéos sur TikTok, sur LinkedIn en page perso, parce que souvent il y a des pages pro, mais pas page perso, parce qu'on sait que page pro ça ne marche pas. Donc voilà, globalement, c'est une des meilleures plateformes aujourd'hui pour faire du recyclage et de la publication automatisée partout. Après, il faut s'adapter à la plateforme. Donc moi, comme je l'avais installé juste avant de partir, par exemple sur TikTok, le frame qui est utilisé dans son compte, qui est un peu le truc qui bouge un peu comme ça là, et ben en fait c'est automatisé, c'est lui qui va prendre je sais pas, la 4e frame de la vidéo. C'est pas toi qui va dire je veux ça ou je upload ma miniature. Donc en fait ça c'est pareil, il faut juste s'adapter à l'outil. Mais maintenant qu'on sait ça, moi je sais par exemple que j'affiche systématiquement un titre quand on lance la vidéo. Il fallait juste que je l'avance un tout petit peu pour que le titre soit complètement affiché pour qu'il fasse le screenshot. Mais c'est quoi du coup? En fait, c'est un outil de public postage. Lui là, Ouais. c'est un peu comme Buffer. Agorapulse, enfin c'est comme Swello, etc. C'est une plateforme où en fait tu vas mettre ta vidéo, tu vas cliquer sur tous tes réseaux, tu vas appuyer sur publier ça mardi à 19h, boum, envoyer. En parlant de 19h, tout le monde pose la question mais quand est-ce qu'on publie? Moi je ne me suis pas pris la tête, j'ai toujours posté à peu près à la même heure.
vers 19 h. Je sais que si vous êtes à publier plusieurs types de vidéos dans la même journée, vous pouvez sortir une vers 12h30, une vers 17 h, une vers machin. Globalement, ce qu'on dit, c'est vous regardez votre pic sur l'application TikTok et vous faites moins 2 heures. Moi, je le fais tout le temps. Moi, je sais que c'est des entrepreneurs qui me suivent. Donc, globalement, je me dis, en fait, mais c'est un peu comme un post LinkedIn, hein. À quel moment les gens sont aussi susceptibles de le voir? Après, il ne faut pas oublier, maintenant, les vidéos TikTok sont de plus en plus longues dans la diffusion. C'est-à-dire qu'on va la poster, elle ne va pas partir tout de suite, mais elle va partir le lendemain, 48 heures. Même des fois, j'ai vu une semaine après. Donc, voilà. Et après, j'en ai pas parlé aussi, parce qu'on peut pas, je ne vais pas vous montrer tous mes, pas ne pas vous montrer mes hacks, mais en tout cas, c'est un peu secondaire. Mais quand vous avez une vidéo qui cartonne sur TikTok, mais vraiment qui cartonne, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de monde qui arrive sur votre profil, vous épinglez une vidéo que vous trouvez intéressante mais qui n'a pas cartonné, et souvent celle-ci se met à cartonner. Donc moi en fait, je faisais des captures d'écran et je regardais quelle est la vidéo qui m'amène à l'instant T le nombre d'abonnés. Et en fait, cette vidéo-là, je l'épinglais pas bien évidemment, parce que tu ne vas pas épingler ta meilleure vidéo qui est celle que les gens ont déjà vue. Mais par contre, j'ai épinglé une autre vidéo et en fait celle-ci, par effet de bord, récupérait le trafic et après commençait à partir. Et je faisais ça à chaque fois en fait. Donc voilà, c'est juste un peu une petite tambouille, mais ça a fait que j'arrive en fait globalement, en tout cas au départ j'étais assez assidu là-dessus, mais c'est que je voulais aucune vidéo déjà à moins de 1000 vues, si ce n'est moins de 5000 à un moment donné, après moins de 10 000 je me mettais des paliers, et en fait dès que j'avais une vidéo qui avait un peu moins fonctionné, je l'épinglais un laps de temps pour qu'en effet cumulé global sur ma page, j'ai pas une vidéo qui a fait 200 vues, 800, 150 000, etc. Après, c'est un petit truc bonus, ça c'est pour les feignants, enfin les feignants et les marques. Parce qu'on n'est pas tous créateurs de contenu où on se dit « Ok, je passe facecam, je mets mon setup, je fais mon truc, etc. » Je commence effectivement tout ce que m'a dit Fabien, parce qu'en vrai, ça prend du temps. Donc temps, investissement, etc., il y a de la compréhension. Je vois énormément de marques, mais je crois que c'est une marque de station en plus, 900K, ou X peut-être. Mais en tout cas, leur technique, et c'est une technique en fait qui est la technique des plus grosses agences qui font du TikTok aujourd'hui. En fait, ils vous disent, on vous fait exploser sur les réseaux, enfin sur TikTok, mais leur méthode, c'est ils vont prendre 2-3 créateurs, ils vont les payer, ils vont leur dire, tu me sors 2-3 vidéos sur telle ou telle thématique, ils vont les poster directement donc, sur la page, et ils vont mettre de l'ADS derrière. Sur TikTok, ça coûte rien, la pub. Des créateurs connus, tu veux dire? Des créateurs, en fait, déjà identifiés sur la plateforme. Donc en fait, le truc, c'est de se dire, si je suis devant une caméra, et je dis, les 3 conseils qu'il faut que tu vois effectivement pour l'un, abonne-toi et tout, en fait, à la fin, en fait, on se dit, il y a une partie de c'est quoi mon ton, tu vois, enfin, il y a plein de trucs en fait qu'on ne maîtrise pas et on se dit en fait, faut level up sur la manière de se présenter, sur le contenu, sur machin, sur l'algo, enfin sur plein de trucs. Là, tu as des gens qui ont déjà compris comment ça fonctionne, ils le font pour eux régulièrement et tu leur dis juste, hey, envoie-moi 3-4 vidéos qui peuvent marcher sur ma thématique, donc je prends ton faciès, donc tu vois, et je vais vendre ton autorité sur mon compte. Et ça, c'est comme ça qu'aujourd'hui, les comptes comme Decathlon, je sais pas, Nexity, etc. explosent. Ils prennent des créateurs déjà connus, ils les mettent dessus, ils mettent un budget ads. Donc voilà, ça c'est la face cachée des agences qui te disent, en vrai, il n'y a rien de compliqué. Plus on met de budget pub, plus on a de vues, donc plus on a d'abonnés. Tu vois. Donc à la fin, en fait, n'importe qui peut reproduire la même méthode. Ça marche, les comptes de marque? Les comptes des marques, ouais. Après, est-ce que tu as une marque qui est compliant avec l'audience? C'est ça le truc. Parce qu'en fait, en gros, si tu as une marque qui vulgarise des choses, ça peut marcher. Il ne faut pas oublier, c'est en 6e, donc il faut vulgariser. Mais par contre, effectivement, si tu es dans ton truc en mode « nous, on fait ça, voilà nos produits et tout », ça ne marchera pas. C'est pour ça que, par exemple, à Tactic Day, qui est un événement TikTok à Paris, il y a quelqu'un qui, en fait, avait pris, qui avait été le créateur, qui avait fait décoller le compte, un truc comme Pixtoy, je ne sais pas quoi, le truc au-dessus de Toys R Us, etc. Et en fait, à l'époque, ils faisaient des trucs, voilà en fait nos magasins, voilà les jouets. Ça ne marchait pas. Et le mec a fait, hey, tu sais pas trop ce qu'il y a derrière. Non. Et en fait, il parlait comme ça vraiment. Et en fait, à un moment donné, ça a cartonné. Et en fait, il fait que des trucs genre, hey, regarde, on fait une bataille de nerfs. Voilà, des trucs comme ça. Et en fait, à la fin, il a documenté ce qui a marché, donc la voix. Et donc maintenant, la marque reste sur son ton, à lui, sur ses manières, sur machin, parce que ça cartonne en fait. Donc en fait, ils s'inspirent du créateur, ils prennent ce qui marche et le transposent à la marque. Parce que la marque, en fait, à la fin, elle se dit, en vrai, 500 abonnés avec notre manière de faire ou 300 000 avec une manière un peu plus décalée.
Et comme on disait tout à l'heure, il y a des hacks, des trucs comme ça. Bah, en fait, le gars, sa voix, ce qu'il montre, le côté un peu décalé, ça cartonne. En fait, les marques sont obligées de s'adapter en fait, à l'identité de chaque réseau social. Ouais, complètement, complètement. En fait, globalement, c'est pour ça que les marques ont peur de TikTok. C'est pour ça qu'elles font appel souvent à des créateurs. Parce qu'elles se disent, est-ce qu'on va devoir danser, tu vois, comment on vulgarise notre sujet. Des fois, c'est dur hein, de vulgariser un sujet qui est ton domaine d'expertise, mais quand tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc en fait, à la fin, c'est soit, tu vois, tu veux rester compliant, tu fais du mot fou, etc. Tu vas rester sur LinkedIn. Tu vas peut-être faire un peu d'Insta parce qu'effectivement, l'audience n'est pas la même. Mais si tu vas sur TikTok, il faut jouer le jeu en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, j'étais arrivé dans mon premier compte en mode, j'arrive, boum, voilà ce que je pense qui devrait marcher. Et à la fin, tu as 500 abonnés et ça plafonne. Hein. Tu vois, c'est pas le truc qui... Non. C'était 500 abonnés, j'ai compris qu'il fallait cutter le compte et il fallait changer de stratégie. Et je pense qu'il y a des marques qui ont peur du bid de 500 abonnés au bout d'une semaine. Tu vois. Que quand tu es une marque, tu ne peux pas te permettre. Si tu fais un mauvais départ, pour toi, c'est mort. C'était juste pour recommencer à zéro et voir l'attraction. Ouais, moi, on m'avait dit à l'époque, pour info, l'époque c'était il y a 1 an ou 2, on m'avait dit à l'époque, en fait, le démarrage est super important. Parce qu'après, tu peux être vite catégorisé comme quelqu'un qui n'a pas de reach. Donc, si tu n'as pas de reach, pourquoi tes vidéos ont planté tu vois, tu peux toujours reprendre un compte un peu fatigué et après le refaire partir, mais ça demande du travail. Et en fait, au départ, en tout cas, c'était le cas, je sais, il y a encore 1 an, peut-être à découvrir aujourd'hui, mais c'était qu'en fait, tes premières vidéos, souvent, ils te donnent un petit peu de dopamine pour que ça te dise hey, TikTok, c'est cool. Tu vois. Et en fait, donc, les 3 premières vidéos, je les trouve légèrement plus boostées en termes de visibilité que les autres. Donc, si tes premières vidéos, tu les as ratées, tu te dis, j'ai pas profité du boost. Donc voilà, après, c'est juste un truc. Après, j'entendais d'autres personnes qui disaient, pour montrer à l'algorithme TikTok, ouais, parce que quand je teste, je vais dans le détail, etc. Et en fait, pour montrer à l'algorithme TikTok que tu es quelqu'un qui va créer du contenu sur le long terme et pas faire une vidéo, en fait, upload plusieurs vidéos en draft, en brouillon directement en fait, sur l'application, mais publie-les pas. Et peu importe hein, si c'est 5 fois la même, c'est juste qu'ils se disent, ah, il a prévu du contenu. Comme si c'était quelqu'un qui disait, ah, il a pris du contenu. Donc, il va être régulier, je lui mets un peu de découvrabilité. Ça ne coûte rien. Sur mon dernier compte, j'avoue que j'avais fait des drafts. J'avais fait quelques petites vidéos, j'en avais publié. Et en fait, ouais, ça avait marché. Est-ce que c'est ça ou quoi? Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, le démarrage doit être pas mal. Après, si c'est votre marque, vous avez déjà démarré, reprenez pas tout à zéro parce que c'est bête. Mais global, parce qu'on peut toujours récupérer un truc. Mais en tout cas, voilà, on en parlait tout à l'heure. Choisissez si vous voulez de la découvrabilité et de la conversion. Donc juste, est-ce que vous êtes plutôt dans les hacks ou êtes plutôt effectivement dans j'ai un sujet d'expertise, je veux effectivement absolument toucher les 2-3%, parce qu'on dit toujours qu'il y a 2-3% de personnes qui sont prêtes à convertir sur une audience. Donc par exemple sur TikTok, je me dis ok, ça ne va pas plaire à tout le monde, je ne ferai pas 100 000 vues, mais je veux juste les 2-3% qui comprennent ce que je fais et je ne veux pas en fait m'adapter à 100% à la plateforme, je veux juste capter l'attention des gens qui comprennent ce que je fais. Ça peut être une stratégie, mais vous aurez moins de vues, ça peut peut-être vous fatiguer, il peut y avoir plein de trucs qui à la fin ne vous fait pas rester dans le temps. Moi, je trouve qu'il faut jouer un peu sur les deux, mais en tout cas, voilà, c'est une question de stratégie après. Et sur ce que tu disais tout à l'heure, là, sur le fait d'aller voir des créateurs, c'est quoi pour toi un budget, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, une start-up, on n'a pas forcément trop de moyens, on vient peut-être de lever, mais c'est quoi demain pour essayer de sortir un peu du lot et en allant voir un créateur? Enfin, pour toi, quel est le budget type? Tu en dis souvent sur Google, il faut au moins 1 500 € par mois si tu veux faire du SEO et autres. C'est quoi, toi, pour toi, un budget? Un budget, ça dépend de qui, du nombre d'abonnés, de l'engagement, de plein de trucs. Mais globalement, pour moi, si tu as 5 000 €, tu peux trouver déjà 3 créateurs. Après, ça demande aussi du nombre de vidéos que tu lui demandes. Pour moi, ouais, un petit budget, 5 000, pour certaines boîtes, il faut les sortir. Mais en gros, voilà, si tu as 5 000 €, tu peux déjà aller voir des créateurs, leur demander. Au pire, c'est un créateur, un batch. Le problème, c'est comme je disais tout à l'heure, on est dans l'A/B testing. Est-ce que c'est le créateur qui n'a pas plu? Est-ce que c'est sa manière de? Alors, vaut mieux au moins en avoir 2 qui t'a demandé une vidéo de chaque. Et ça, c'est 5 000 € sur 1 mois, 2 mois, 3 mois? Bah, tu achètes les droits en fait, de production, de création et de production du créateur. Et après, elles t'appartiennent, ces vidéos.
Donc après, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Et après, tu peux mettre un petit budget pub derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en côté un peu plus influence sur Insta, il y a plusieurs critères. Il y a ce qu'on appelle le whitelisting, le dark posting. Par exemple, le dark posting, c'est que tu demandes au créateur, par exemple, une vidéo, mais tu ne vas pas la publier sur ton compte à toi. Tu vas faire de la pub avec. Moi, je sais que Microsoft m'avait demandé ça. Donc là, typiquement, c'est tiens, est-ce que tu peux parler de Microsoft for Startup? On fait un super truc de ouf. Tu montres un peu le truc en mode démo. Et en fait, tu nous vends la vidéo. Et nous, on changera le call to action, on coupera ce qu'il faut, etc. Donc là, tu vends les droits. Et moi, je leur avais dit, vous allez saigner en budget pub ou pas? Parce que si derrière, moi, je suis pas cher, et derrière, ils te mettent 100 000 € de budget pub, tu vois, sur du TikTok, ta vie, elle est foutue. Tu sors dans la rue, ils te disent, ah, c'est le mec. Tu vas faire. Donc en gros, la question, c'est de trouver les bons créateurs au départ. Soit tu prends les vidéos, tu les publies sur ton compte et après tu mets du budget pub, mais effectivement sur ton compte on voit vraiment les créateurs. Soit tu fais du dark posting et effectivement tu demandes à des créateurs leur contenu vidéo et tu mets de la pub, mais là en fait c'est sur rien du tout. Et après il y a ce qu'on appelle aussi du whitelisting, qui est je demande à un créateur de faire une vidéo sur son compte qui parle de moi. C'est les 3 manières que tu as. Et pour qu'il fasse du contenu sur sa plateforme. Faut le payer. Hein. C'est plus 5 000, quoi. C'est quand même quelque chose qui peut. Bah oui et non. Moi, tu vois, les premières vidéos, parce que sur mon deuxième compte, même si je faisais ça pour m'amuser, pour faire des tests, 2 opérations la même semaine, un whitelisting, un dark posting. Le premier pour Microsoft, je demandais juste 1 000 €. Je leur ai juste dit, faut pas que ça dépasse tant de budget ads derrière parce qu'après vous allez me cramer. Et le deuxième, je crois que c'était une école d'ingénieurs qui faisait des journées portes ouvertes. Et je me suis dit, en vrai, je vais un peu m'adapter, j'ai pris 800 €. Okay. Donc pour 8, et ils avaient mis de la pub derrière. Donc ça veut dire que c'était sur mon compte à moi. Donc c'est whitelisting, c'est sur mon compte. Donc ma communauté voit le truc, 1 personne sur 7, il y a de l'aide découvrabilité, etc. Et en plus de ça, ils avaient pris mon identifiant de compte pour mettre un peu de pub sur mon truc. Ils n'avaient mis que 500 €. Donc ma vidéo plus 500 € de budget pub, on a fait, je sais pas, entre 150, il faudrait que je regarde, mais entre 150 et 300 000 vues. Donc ça va en impression. Ils ne sont pas en mode conversion, donc c'est que de la vue, ils achètent que de la vue de vidéo, donc ça ne coûte rien. Et automatiquement, en fait, ouais, pour une journée porte ouverte, vu 300 000 fois sur, voilà, ça fait un petit buzz. 800 € du créateur plus 500 € de budget ads. Pour info, il y a les mêmes techniques sur Facebook aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas obligé de payer pour prendre quelqu'un et payer un coût par clic pour qu'il aille quelque part, qu'il s'inscrive, etc. Les meilleures des méthodes aujourd'hui, c'est de rester dans les plateformes, dans les réseaux, et de faire massivement voir votre contenu, et après, de prendre ceux qui ont massivement vu votre contenu et de les convertir petit à petit. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, vous faites une vidéo, elle est vue 700 000 fois. Par exemple, sur Facebook, 700 000 fois, ça vaut 1 500 € pour être vu 700 000 fois. Et après, vous faites un retargeting sur la vidéo qui est vue 700 000 fois, et des gens qui l'ont vu à 100% par exemple, et vous dites, bah, maintenant, vidéo 2, je vais t'expliquer ce qu'on fait. Et vidéo 3, vous retargetez la vidéo 2 et vous dites, bah, maintenant, voilà en fait nos produits. Et après, la vidéo 4 qui retarget la vidéo d'avant. Et là, vous dites, bah, maintenant, tu as vu 100%, 100%, 100%, tu peux acheter. Donc en fait, au départ, on crée une audience très rapidement avec un budget de 1 000, 2 000 €. Et après, on fait que le convertir. Ça, pour info, c'est la meilleure manière d'être rentable aujourd'hui en e-commerce. Pour ceux qui... Et sur sur des questions SaaS un peu, où malgré tout, tu vas chercher du B2B, même si demain, tu pourrais aller chercher du B2C, mais le premier sujet, c'est le B2B. Tout ce que tu racontes, ça marche aussi. Tu vois, d'aller targeter un TikTok et de récupérer les 700 000 personnes, Facebook, pardon, et de retargeter, etc. derrière. Tu le vois aussi pour le B2B fonctionner, ou tu dis vraiment c'est e-commerce, ça cartonne, le reste c'est moyen? Pour moi, en fait, après, tu peux crosser les méthodes. Tu as cette méthode-là qui est comment je développe mon autorité, ma visibilité. Tu prends pour tel. Après, tu peux effectivement commencer à créer de la conversion dedans. Et à côté de ça, si tu es vraiment en B2B, tu es peut-être plus sur LinkedIn. Et en fait, tu vas à la fois mettre des méthodes un peu de warm-up. Soit tu crées des posts, on profite, tu as du reach, il est gratos. Si tu comprends l'algorithme, tu as du reach gratos sur LinkedIn. Tu le fais ça en mode toute ton équipe poste. Des fois, tu peux faire facilement peut-être 100 000 vues par mois à plusieurs personnes de l'équipe qui postent 1 à 2 fois par semaine. Converti en budget LinkedIn Ads, ça vaut 30 € les 1000 vues. Donc, globalement, tu peux faire ça.
préchauffer ton audience, mettre au pire un peu de budget pub si tu as Sales Navigator, tu fais une petite recherche de personnes ultra spécifiques, je veux que des DRH, machin, et tu les mets en ads pour qu'effectivement ils commencent à être nurturés, à découvrir ta boîte. Et après, petite méthode très classique des familles, tu leur envoies un petit message. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, ils ont vu ta boîte avant, que ça soit en post organique ou en ads. Ensuite, après, tu envoies un message, tu as des taux d'ouverture, réponse, x2, x3. Mais tu vois, moi ça me fait penser un peu à où on parle de cas d'école avec Respire qui a pas mal cartonné du B2C sur du LinkedIn B2B. Est-ce que l'inverse c'est pas possible, tu vois, à essayer de cartonner sur un TikTok ou un Insta ou Pinterest, tu le mentionnais tout à l'heure, et je trouve ça assez smart Pinterest parce qu'on le laisse un peu de côté. Mais en fait, tu as déjà toi bossé avec des boîtes B2B qui ont lancé et essayé de faire de la conversion forte sur des réseaux plutôt sociaux comme Pinterest C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas héroïste. C'est vraiment autorité, visibilité, un peu de conversion. Mais si vraiment, quand tu es en B2B, tu te dis, je contacte un top décideur et je ne le lâche pas, je crée la meilleure expérience possible de prospection, je ne le lâche pas. Donc tu veux qu'il rentre dans tes... Tu veux avoir accès à ses pixels, tu veux le targeter là, tu veux lui envoyer un message là, tu veux faire ci. Tu crées en fait une expérience one-to-one, alors qu'en fait là, on est vraiment dans du... tu vois, one-to-many et on bombarde et tu as 100 000 vues mais tu ne sais pas qui est dedans. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile d'aller sortir des décideurs de ce truc-là. C'est possible, mais globalement, en fait, pour moi, quand tu fais de la prospection, c'est par étapes. Step 1, tu plies LinkedIn, tu fais ce truc-là, micro-targeting. Une fois que c'est plié, step 2, tu développes d'autres trucs, etc. Ok. Parce que tu vois, il y a toujours aussi le truc de si on veut lever des fonds ou la valo de ta boîte. En vrai, il y a ta base client, mais de plus en plus, on le voit. Tu vois, il y a des questions où ils te disent ouais, ok, t'es suivi par qui? Ouais. Et en vrai, si tu as un compte TikTok à 1 million de personnes, ta valo propre de boîte, elle est plus grosse que si tu avais 100 pélos qui te suivent. Tu montes un compte TikTok et tu fais les hacks qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, si c'est juste séduire quelqu'un qui n'a pas une vraie connaissance, tu vois, de comment tu as eu tes trucs. Là, pour info, moi, par exemple, mon compte a 40 000 abonnés. Tu vois, je vais finir par le revendre. En fait, il ne sert à rien. Donc, mais tu vois, il y a quelqu'un qui va le prendre, qui va peut-être le monter à 100 000. Et en fait, juste pour acheter de la social proof, comme à l'époque, on s'achetait des comptes Instagram. Non, mais c'est un peu d'habiller la mariée, quoi. Parce que quand tu vas lever des fonds, il faut que tu aies des beaux locaux. Donc, installation, c'est joli. Mais après, si tu as des beaux réseaux sociaux, bah, c'est aussi joli. Ok, merci. En tout cas. Sachant que l'audience, de toute façon, elle n'a aucun impact. À la fin, si tu achètes juste la KPI du nombre d'abonnés, je l'ai fait pour une marque Web3 plus luxe il n'y a pas très longtemps. Ils étaient sur Twitter à mort Web3 et ils étaient dans le luxe aussi. Et en fait, sur Instagram, ils avaient 18 abonnés, 36 abonnés. Enfin, autant dire que on signait du LVMH, Hermès, etc. Mais en fait, à la fin, ça faisait un peu craignos. Donc, on a monté une stratégie, non pas autour du contenu, mais on a bombardé avec, première étape, passer au moins le compte à 1000. On a fait des effets de levier sur du réseau. Donc, tu dis à des gens, en fait, hey, venez. Enfin, quand on parle sur les autres réseaux en disant venez, bah, globalement, déjà, tu as un premier pool. Après, on avait fait de l'ADS. On était monté à 14 000. Et l'ADS, pour info, si ça intéresse des gens, il y a des méthodes très simples en fait, pour avoir des budgets qui soient... Enfin, tout est une question d'argent quand tu prends des abonnés. 40 centimes, ils ont 13 ans. Un abonné à 40 centimes, il a 13 ans. Si tu veux un 18 ans, ça coûte 50 à 70 centimes. Si tu veux quelqu'un qui est ultra targeté sur, par exemple, là, le luxe, c'est quelqu'un qui a des montres, je sais pas, des sacs à main. Enfin, il est dans le luxe, ça coûte 1 euro. Tu vois. Et en fait, à la fin, tu le sais qu'à chaque fois, tu as un coût par abonné. Théo Lyon le dit, sur YouTube, je mets 14 000 euros par mois. Mon abonné me coûte 3 euros. À la fin, en fait, que tu fasses de l'organique ou du paid, à la fin, tu as un coût par abonné. Donc, en fait, après, c'est levée de fonds. Tu dis, OK, on est prêt à mettre combien? Donc, après, tu as des algorithmes, si tu n'en as rien à carrer, tu as des algorithmes qui tournent, qui envoient des masses messages, qui peuvent te faire monter. Ça envoie aux mauvaises personnes. Mais globalement, tu jumpes le truc. Après, ce qui est dommage sur Insta, c'est que c'est vraiment un réseau où derrière, que tu peux vraiment le mettre dans un entonnoir et tu peux vraiment avoir masse de conversion derrière. Alors que TikTok, pour l'instant, je ne trouve pas. Donc. Il vaut mieux, juste par rapport à ce que tu disais, prendre des créateurs et faire du ad. Je vois pas mal de startups aussi qui réfléchissent à recruter un stagiaire spécialement pour créer du contenu sur TikTok. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Ça marche, mais c'est moyen long terme, quoi. Parce que la personne, elle arrive
est-ce qu'elle est OK? Enfin, est-ce qu'elle est OK? Est-ce qu'elle est formée? Elle passe bien à l'écran? Elle a le bon ton? Enfin, c'est à toi d'expérimenter. Là, tu prends le gars, tu dis OK, la vidéo peut-être me coûte 2000, 3000. Tu la mets sur ton compte, tu mets de la pub. Lui, il t'a fait une vidéo qui est compliant avec ce qu'il sait déjà. C'est la seule différence. En fait, c'est un peu le shortcut pour avoir des résultats. Mais après, de manière générale, je dis quand même, vaut mieux internaliser la compétence. Mais après, il y a des boîtes, tu sais, t'en parlais tout à l'heure, je veux lever des fonds, j'ai 3 mois. Tu vois, nous, la boîte Web3, ils ont dit airdrop dans 6 semaines. On monte au max. On est passé de 36 abonnés à 70 000 en 6 semaines. Et on a vraiment, là, on a saigné tous les leviers, influence market, un peu d'ads, machin, parce qu'il fallait absolument habiller la mariée avant airdrop. Du coup, pour cette opération-là, tu postais à quelle fréquence? Pour le... En 6 semaines. Ouais, là, on postait rien en fait. C'était tout en dark. C'était que de l'ads, de l'influence. En fait, je voulais pas... Enfin, sur le compte, on avait fait un habillage avec 9 posts. Et derrière, rien. Et les 9 posts, ils étaient un peu teaser, genre inscris-toi, on reveal à telle date. Enfin, l'avantage, c'est quand tu démarres un truc, tu peux faire des effets d'annonce. On disait par exemple, je sais pas, le 23/02, tu vas découvrir sur la page, tu vois. Et en fait, tu vois, même la bio, elle était en gros, abonne-toi le 23/02, gros reveal. Et à la fin, c'était de la pub qui balançait dessus, des influenceurs qui balançaient dessus, mais pas une stratégie content. Ça aurait été trop long. Il faut apprendre pourquoi le sac à main, ça marche mieux, les Rolex, les machins. Donc, on a eu ces stratégies-là. Et aussi le côté, quand tu postes sur ton compte, les gens voient ce que tu expérimentes. Tu vois. Alors que quand tu as 3 influenceurs qui parlent de 3 trucs différents et qui poussent sur toi, les gens ne savent pas que tu bosses avec 3 influenceurs. Plus de la pub, plus du machin. Tu vois. En fait, tu as plein de leviers sur un compte et tu n'affiches jamais, par exemple, on fait un jeu concours sur notre compte. Parce qu'en fait, à la fin, tu as peut-être 3-4 jeux concours qui tournent, tu as peut-être eu de l'ads, etc. En fait, donc tu as le compte propre et plein de possibles, enfin, du trafic qui arrive de part et d'autre. Super intéressant. Et la suite de ça, c'est-à-dire que tu as tes 6 postes là qui t'ont révélé l'extérieur. C'est-à-dire que les 70 000 personnes qui te suivent, tu sais pas trop comment interagir après, tu vois, parce qu'il y a l'avant, c'est cool. Hein, moi, demain, si je me dis, vas-y, faut qu'on monte à 70 000 en 6 semaines et qu'on y arrive, je suis content. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Arrive aux 70 000, tu vois, l'après. C'est-à-dire que, ok, maintenant, il faut que tu crées du... Le reveal. Mais en vrai, tu sais pas s'il faut parler comme ça, ou je sais pas, enfin, tu vois ce que tu disais un peu tout à l'heure. Donc, comment ils ont fait, eux, après, pour continuer, ou c'était vraiment genre, vraiment j'habille, et puis après, je m'en fous, de manière, ça ne sert à rien. En fait, là, pour info, on était à peu près entre 65 et 75 centimes le coût par abonné, mais orienté luxe. Luxe, pas le grand collectionneur. Il y a un mix de tout. Et en fait, l'objectif, en fait, à la fin, le reveal, c'était on avait sorti une landing page où dedans, il y avait un truc waitlist. Et en gros, en fait, on leur disait, maintenant, le produit va sortir, rentrez tous dans la waitlist. Et en fait, on a chargé des waitlists très rapidement. On a fait après que des stories. On a annoncé les premiers posts. On a transformé un peu l'habillage, donc des premiers posts et tout. Et en fait, là, les gens se sont dit, OK, c'est maintenant. Et donc, ils ont été découvrir le produit, enfin, pré-découvrir le produit. Et là, on a eu chopé de l'adresse mail. Mais là, on avait une stratégie un peu bizarre, c'est parce qu'on s'adressait à on avait monté une stratégie B2B, 2C, pour éviter que la marque, elle se fatigue à aller chercher chaque client manuellement. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans la waiting list, tu disais dans quel pays tu étais. Et systématiquement, en fait, on faisait des batchs il y en a 50 à Paris, et on allait voir un retailer à Paris en disant Galeries Lafayette, ça ne te dit pas d'avoir notre box qui permet de minter des montres. On a 50 personnes qui sont prêtes à venir en fait, là, aux galeries, pour aller minter leurs montres. Et en fait, automatiquement, en fait, appeler un partenaire quand tu as déjà l'audience et en fait, elle est prête à se déplacer drive to store, c'était ouf. Alors que si on avait fait l'inverse, on appelle des retailers, on dit OK, on a un peu mappé l'Île-de-France et maintenant on va aller chercher le trafic. En fait, tu as des gens qui disent OK, ça fait 1 mois que je suis partenaire avec toi, j'ai même pas vu un clampin venir dans notre store. Okay. Donc là, en gros, tu es en train de nous dire que tu as un budget de 30 à 40 000 euros pour faire un projet un peu comme celui-ci. Si je fais dans la... Ouais, mais là, on était vraiment... Enfin, c'est parce que c'est vraiment Web3 plus luxe. On est vraiment sur des trucs où chaque grosse marque, c'était en... Enfin, je crois qu'ils mettaient 10 millions, tu vois, pour être client marque. Et
En fait, c'était un truc qui luttait contre la contrefaçon. Donc, tu scannes une montre, on te dit si elle est vraie ou fausse, et on te dit à qui elle appartient. Donc, en fait, la proposition de valeur était tellement haute. Tu prends une photo d'un sac à main, on te dit si le sac à main il est Barbès compliant ou il est véritablement acheté quelque part. Et surtout qu'il y a, dans les magasins, il y a des swaps, où en fait, il y a du swapping, c'est les collaborateurs qui échangent en boutique un vrai d'info. Et en fait, tu arrives, tu achètes dans une boutique, tu achètes un faux. Tu vois. Et ça, en fait, le truc est tellement... les marques sont tellement à l'affût de ne pas révéler ce truc-là qu'en fait, elles sont prêtes. Donc, en fait, moi, je savais derrière qu'on allait avoir un énorme effet de levier sur une next step. Je crois qu'il ne restait pas très longtemps. On va prendre peut-être une dernière question. Moi, juste une question. Peut-être sur la stratégie, comment est-ce que tu fais pour une marque lambda, une startup, identifier tes peut-être réseaux principaux que tu conseillerais et surtout, comme tu en parlais tout à l'heure, faire des ponts en fonction des stratégies que tu peux avoir sur la discovery, de la visibilité sur un Pinterest pour récupérer après les gens sur un TikTok, un Insta où tu vas créer ta communauté. C'est quoi un peu les... Ouais. Je trouve qu'en fait, la meilleure des méthodes, en tout cas, elle est au départ de ne pas sélectionner ces réseaux, de publier partout et de voir les réseaux qui prennent par rapport à ton contenu. Tu vois, maintenant, je le fais comme ça. C'est-à-dire que Pinterest, tu dis non, ouvre un compte, poste tes vidéos dessus et vois s'il y a de la demande. En fait, les gens qui ont découvert que Facebook cartonnait sont des gens en fait, qui l'ont fait sans rien attendre derrière. Tu vois. Même aujourd'hui, Twitter, etc. Enfin, le fait de reposter ton contenu, par contre, le reposter de manière native. Ça veut dire qu'avant, en fait, j'utilisais par exemple Pinterest pour essayer d'avoir un petit coup de boost sur mes vidéos TikTok. Maintenant, plus. Poste de manière native, tu prends ta vidéo, tu l'uploads sur TikTok. Tu l'uploads sur Pinterest, donc tu auras de la vue sur Pin, de la vue sur TikTok, et même s'il n'y a pas d'effet d'effet de bord, de ça t'apporte, etc., c'est au global en fait. Et en fait, je pense qu'effectivement, il faut vraiment voir au départ, tu as plusieurs plateformes, et après, quand tu vois que ça commence à partir, peut-être que tu peux te dire, j'ai peut-être une stratégie à faire par plateforme. Et après, si naturellement, tu es plus B2B que B2C, etc., en ces cas-là, tu as des réseaux de prédilection. Donc, mais là, c'est l'avantage, en fait, c'est que tu n'as pas besoin de te dire, je choisis une plateforme. Si tu fais de la vidéo verticale, parce que globalement, ça s'adapte à tout. Et après, par exemple, tu dis, ah non, mais Insta, c'est plutôt cool. On va faire la technique de Guillaume Houbèche, des vidéos encore plus courtes, filmées avec plus d'autorité, etc., des punchlines, tu vois, et un montage un peu plus adapté. Et là, globalement, tu vas être un peu plus adapté sur Insta, où effectivement, tu restes dans le mode, on développe sur TikTok, parce que TikTok est en train de resserrer les vannes. Et je ne sais pas, moi, dans 1 an ou 2, ça va être difficile d'avoir 50 000 abonnés. Alors qu'aujourd'hui, avec quelques hacks, etc., tu peux très facilement le faire. Et donc, compliqué de ramener, par exemple, des gens de TikTok à Insta. C'est plus une question de visibilité globale. Non, TikTok et Insta, en fait, ouais, la plupart du temps, ceux qui le font, c'est soit dans les vidéos, le call to action, c'est pas abonne-toi. C'est tu retrouveras mon Insta dans la bio, suis-moi pour plus de, tu vois. Parce qu'en fait, ils n'en ont rien à carrer en fait, que tu t'abonnes. Ils veulent juste dropper le trafic. Et après, en fait, ouais, c'est lien dans la bio. Lien dans la bio, c'est est-ce que tu as une newsletter? Est-ce que ça dirige vers ton Insta? Même si le Insta, il est automatiquement mis en fait en bouton d'action directement dans la bio. Donc en gros, il n'y a que TikTok où effectivement, ça vaut peut-être le coup de sortir les gens parce que de toute façon, les gens ne te reverront plus. Donc c'est le seul réseau. Moi, j'avais une question plus sur le côté communauté. Une fois que, du coup, Instagram, c'est quoi la stratégie ensuite? C'est tu as du contenu, sûrement, j'ai 2 questions en fait, ma question. Est-ce que tu arrives à faire du contenu justement sur Instagram pour ta communauté et pour l'audience? C'est la première question. Et la deuxième, c'est dans le cas où tu cibles uniquement que ta communauté, comment tu procèdes? Est-ce que tu es plus en mode sales, prospection classique, message privé, etc. Ou tu es encore plus dans la création de contenu spécifique pour cette communauté-là? Pour moi, il faut rester dans la création de contenu, mais après, tu vas orienter ton contenu plutôt bofou, tu vois. Donc typiquement, si tu fais par exemple une sorte de carrousel sur Insta, et tu vas dire par exemple, je sais pas, 10 conseils pour se lancer sur Instagram, et dans la dernière slide, c'est en gros, inscris-toi sur, ou pour 10 € tu as ma petite formation, mon truc, ou peu importe l'outil, hein, tu vois, ou peu importe même le service ou le produit derrière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu crées du contenu, les gens adhèrent à ton contenu, et ensuite, à la fin, ils découvrent qu'en fait, il y a un appel à l'action sur un truc qui est différent de d'habitude.
D'habitude, c'est pour plus de découvertes, abonne-toi, ou n'hésite pas à suivre, ou laisse un commentaire si. Tu vois, là, c'est vraiment, il y a un vrai call to action, un peu comme un swipe up. Tu vois. Après, pour moi, il y a le côté Reels, tes découvrabilité sans, enfin, tes focus découvrabilité, les posts, carousel, enfin, tout ce que tu publies sur ton compte classique Insta, story, etc. Donc, je sais qu'à l'époque, on n'avait fait que des stories. Une fois qu'on avait eu le bassin d'audience, on a fait principalement des stories. Et en fait, avec des swipe up, genre découvre ça, swipe up, va là-bas. Mais effectivement, tofu, mofu, bofu, trouvez en fait quelles sont vos thématiques et après découper ça en disant ok, je parle de quoi à quel moment. Par exemple, on sait que Nina Ramen, je sais pas, une fois par semaine, elle va parler de sa newsletter sur LinkedIn, sur les réseaux. Tu vois. Donc une fois par semaine, tu vas manger un truc qui, à la fin, ça va être by the way, en fait, ce truc-là, j'en parlais la semaine dernière dans ma newsletter. Tu vois. Et le reste, c'est du contenu un peu plus mofu ou tofu. Tofu, c'est féminisme, tu vois, un peu entrepreneuriat. Donc voilà, c'est à vous de définir un peu les sujets sur lesquels vous êtes les plus à l'aise et qu'est-ce qui buzz en haut, qui fait que vous avez une expertise au milieu et qui fait que vous arrivez à convertir en bas. Et jouer avec ça. Et après, à vous de voir si vous voulez plus d'audience, fidèle, autorité, etc. Mofu, 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 un peu de bofu. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Moi, je ne voulais pas des comptes qui explosent, je m'en balèque. Ce que je veux, c'est qu'en fait, les gens se disent, OK, ça, c'est un mec en fait, qui expérimente, il nous partage ses trucs, tu vois, et je n'ai pas besoin de parler à des gens qui voudraient se lancer. Tu ne connais pas Facebook Ads? Je vais t'expliquer. Non, c'est tu as lancé des campagnes, ça ne marche pas pour toi, peut-être qu'on peut voir ensemble, tu vois. Ou tu as testé ça, ça ne marche pas pour toi, on peut peut-être voir ensemble. En fait, moi, mon truc arrive, tu vois, après de la découvrabilité. Donc, je n'ai jamais fait de découvrabilité de ma vie. Pour l'instant, TikTok, c'est les premiers trucs où j'essaie de sortir des concepts un peu plus courts, mais de base, ce n'était pas du tout ma stratégie. Et alors, ça a marché du coup? Mofu, 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 à fond. Ouais, ça marche. Après, c'est quand tu n'as jamais fait de tofu, bah, c'est pareil. C'est qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis, comment tu vulgarises, tu vois. Moi, quand je parle de méthode, j'aime bien être le scientist derrière, tu vois, de parler très technique, tu vois. Alors que là, ça va être, je sais pas, les 3 trucs qu'il faut que tu mettes en place ou comment j'ai développé mon TGM en 3 étapes, enfin des trucs qui peuvent parler à tout le monde, tu vois. Merci. Ouais, merci beaucoup. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me pinguer.